Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission, le kiosque. Nous sommes là en train d'enregistrer jeudi. Cette émission est diffusée en direct live sur Facebook. Donc bonsoir aux internautes qui nous regardent, qui nous écoutent, qui nous écrivent. Et sur la télé normale à partir de demain, si Dieu veut, vendredi. Mais nous sommes aussi à la veille d'un week-end extraordinaire pour la Martinique parce que vous aurez à choisir dimanche la personne qui va diriger cette Martinique pendant 7 ans. Moment important. Donc, nous allons parler de ça ce soir. Avec nous, nous avons Olivier Jean-Marie qui a des chiffres, qui va peut-être tout nous expliquer. Bonsoir Olivier, merci d'être avec nous. Oui, bonsoir Mano, bonsoir messieurs, puis bonsoir à la Martinique. Merci Olivier. Pas seulement la Martinique. Rendez-vous compte qu'il y a des gens de Guadeloupe qui m'appellent pour me dire « Je veux mon t-shirt de Chimi ». Donc, mettez une main de côté. Bonsoir José. Bonsoir. On m'a pas demandé de t-shirt aussi pour l'instant. Comme tu es là, on aurait pu me dire, bon, dis José Bamoyon. Non, mais ils savent bien que j'ai exercé mon droit de retrait et que je n'ai plus rien à voir. Donc, d'accord. Voilà. En tout cas, bonsoir à la Martinique. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Alors, la semaine dernière, cette semaine, nous avons eu beaucoup de félicitations pour ton retour avec nous. Donc, merci d'être avec nous une fois de plus. Non, c'est moi qui te remercie. Bonsoir à mes collaborateurs, n'est-ce pas? Non, j'aime bien cette émission et je le sais, est très regardée, très regardée, très écoutée. Et je pense que le travail pédagogique, n'est-ce pas, mon ami Eddy, le travail pédagogique que nous avons entrepris depuis bien des semaines devrait porter ses fruits. Très bien, Daniel, merci beaucoup. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais Grégory n'a pas mis la une du progressiste, c'est pas bien, mais ça. c'est peut-être parce que nous sommes en campagne électorale, ce sera avantagé, non? Bon. Allez, Grégory, on y va. Ça ne fait que donner, voilà, ça donne simplement des chiffres. Hein. Et surtout, on sort un peu de la Martinique, on s'occupe aussi de la Guadeloupe, de la Guyane, et même de Mayotte et de la Réunion. Et comme nous sommes des gens bien, même si Michel n'est pas là, mais moi aussi, Justice, es-tu là? Est-ce qu'il y a Bien sûr. Voilà. C'est comme ça. Voilà. C'est comme ça à Zouk Télévision. Merci beaucoup, Daniel, d'être avec nous. Bonsoir, Eddy. Ça va bien? Bonsoir Mano, ça va? En pleine forme? Oui, ça va. Avec ces soirées électorales. Oui, c'est un peu éreintant, mais c'est très intéressant. C'est très intéressant, c'est vrai. Alors, les gens qui ont gagné finalement dimanche dernier, c'est aucun des 4 candidats qui sont là. Hein. Ce sont les abstentionnistes qui ont gagné. Hein. Bien sûr. 70% d'abstention. Comment faire Est-ce que c'est un désamour? Bon, c'est vrai que c'est une question qui revient sempiternellement, mais comment expliquer ça? Et j'ai regardé des sondages effectués en métropole, puisqu'en France aussi, c'est 68, 69. Et les gens sont pour le vote électronique, mais pas pour le vote obligatoire. C'est marrant cette histoire-là. Hein? Alors bon. Monsieur, vous avez la parole, on commence peut-être par toi, Olivier. Ah ben moi, ça fait très longtemps que je suis un partisan du vote obligatoire. Moi aussi. Et que je dis qu'on paye bien ses impôts parce qu'on n'a pas très envie de payer ses impôts. Mais c'est obligatoire. C'est obligatoire. On est obligé de scolariser ses enfants aussi. C'est pas non plus bon pour tout le monde de gaieté de cœur. Mais l'idée, c'est que je pense que ça fait partie de la vie démocratique. Et donc il y a des démocraties qui mettent ça en place. Donc en Belgique, au Luxembourg, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Donc c'est pas quelque chose de complètement incongru. Oui. José, est-ce que tu penses? Moi je partage ce point de vue et je vais plus loin. Je pense qu'il faudrait faire voter les gens en semaine, pas forcément le dimanche ou un jour de fête des pères, et pour rendre ce caractère obligatoire. Oui. Après, sur l'abstention, c'est pas un phénomène martinico-martiniquais. Vous avez bien vu que quasiment dans toutes les régions de France et d'outre-mer, on avoisine à peu près le même taux de participation. Je crois que là-dessus, il y a une vraie réflexion à faire sur le mode, sur ce mode qui existe, ce genre, cette forme, puisque nous vivons des sociétés aujourd'hui où le plus petit nombre vont faire élire ceux qui dirigent le plus grand nombre et contre leur gré et leur volonté. Donc je pense qu'il y a une vraie réflexion à mener sur ça, qui dépasse les limites de la Martinique, et ça doit se penser chez ceux qui vont nous gouverner dans les temps à venir. Bien. Oui. Daniel, qu'est-ce que tu en penses? Alors je partage l'avis
d'Olivier et de José sur le vote obligatoire. Il y a longtemps que j'en suis partisan. J'étais même en Belgique un jour de vote, un jour de semaine. J'ai été étonné de voir comment, sans trop exagérer, la vie s'arrêtait pour que les gens aillent faire leur devoir. On me dira que s'ils ne le faisaient pas, ils risquaient une amende. D'accord. Mais enfin, là, c'était naturel et je n'ai rencontré personne, tant à Bruxelles qu'à Liège, où j'allais pour une réunion des festivals de guitare du monde. Et je n'ai vu personne, je n'ai entendu personne rouspéter, dire « ouais, c'est quoi, c'est une atteinte à ma liberté, etc. » Donc ça paraissait tout à fait naturel. Quant à l'abstention, je suis étonné de n'avoir pas trop entendu. Alors j'ai entendu, bon oui, c'est la fête des pères, c'est le Covid, c'est ceci. Il pleuvait aussi. Il pleuvait, c'est cela. Bon, je n'ai pas entendu dire que des gens ont été aussi déboussolés par cette avalanche de listes et le fait d'avoir tant de choses à lire ou à écouter pour comprendre et pour s'en sortir. J'ai rencontré des gens aussi qui ne sont pas forcément des idiots qui ont dit mais c'est trop compliqué, il vaut mieux attendre le deuxième tour, ça va être plus clair, il n'y aura plus que 2 listes, pensait-il, comme d'habitude. Donc je sais que j'ai entendu beaucoup de candidats notamment et d'autres politologues plus ou moins avertis dire qu'il faut se pencher vraiment sur ce problème de l'abstention, mais chaque fois on dit la même chose parce qu'il y a longtemps que l'abstention existe. Moi je crois qu'elle est structurelle. Bon, il faudra qu'on en débatte peut-être un jour, mais chaque fois on dit on va en débattre, et puis les choses restent en l'état, et aux prochaines élections, on dit ah oui, mais l'abstention. Bon, c'est vrai que c'est le plus gros phénomène, si l'on peut dire, de ce premier tour des élections. Merci Daniel. Eddy, qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, je ne suis pas favorable au vote obligatoire pour une raison simple, c'est qu'il favoriserait de manière, chez nous et de manière plus globale en France, il favoriserait un vote qui menacerait les institutions. Alors, c'est un peu paradoxal de dire ça, mais je pense que si le vote était obligatoire, je pense que des mouvements du type Marine Le Pen et compagnie auraient depuis très longtemps gagné les élections présidentielles, parce que les gens n'ont pas... Je pense qu'il ne faut pas en faire une question, il ne faut pas être fétichiste du vote obligatoire. Et puis l'abstention, c'est aussi quelque chose qui est cyclique et qui pour moi est un élément de la température de l'opinion. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas d'abstention, on ne saurait pas que les gens ne sont pas contents. On verrait les résultats catastrophiques, mais on ne saurait pas que les gens ne sont pas contents. Et puis alors, les gens ne sont pas contents. C'est pas grave, hein. S'ils veulent passer de pas contents à je manifeste, ils vont voter. Il y a eu une participation catastrophique lors de la seconde consultation en 2010, vous vous rappelez, il y a eu une première consultation. Est-ce qu'on va aller sur le 73-74 ? Participation colossale, puisque Simon qui a flippé. Il était comprendre que c'était gagné l'indépendance. Bon. Quelques jours plus tard, deuxième participation, deuxième consultation, c'est est-ce que vous voulez, oui ou non, la fusion des deux ? Catastrophique. Est-ce qu'il y a un monde qui est levé pour dire ah ouais, mon Dieu, cette participation, c'est catastrophique. Les mecs étaient contents, aucun politique n'a protesté. Il n'y a pas eu de branle-bas de combat, tout simplement parce qu'ils avaient la majorité des politiques étaient contents, puisqu'on était passé de 2 assemblées à une assemblée. Aux européennes, on a des taux de participation parmi les plus faibles de l'histoire politique de la Martinique. Vous avez déjà vu des débats sur ça ? Non. Moi, je crois que là, c'est un peu circonstanciel. Ce n'est pas un taux de participation extraordinaire, c'est vrai. On a déjà connu beaucoup plus bas. Et puis, je vous rappelle qu'on a eu des taux de participation au régional. Alors, je les ai là. 61, 55, 45, 58, 41, 45, 42, 39. On peut pas dire qu'on a eu une stabilité ou une descente brutale. Enfin, bon, il y a une descente continuelle. Pourquoi pas ? Moi, je crois que la démocratie, c'est l'exercice de l'opportunité de dire son attachement à la liberté. Mais ce serait paradoxal de dire aux gens, vous êtes libres, et puis de les contraindre. Ça n'a pas de sens. Et puis surtout que les mouvements populistes adorent cette notion du vote obligatoire. Parce qu'ils savent qu'une bonne partie du peuple est populiste.
une bonne partie du peuple aime l'ordre et le pouvoir. Le dictateur, ils adorent ça. Regardez le vote en Allemagne au moment où les nazis se présentent. Et ils gagnent grâce à quoi? Au vote obligatoire et populiste. Et dit aujourd'hui, en Australie, en Belgique, il n'y a pas de domination des extrémistes. Attends. Non, ils ne sont pas majoritaires. Et ce n'est pas un raz-de-marée. La démocratie n'est pas menacée en Nouvelle-Zélande, en Australie, en Belgique, aujourd'hui. Et puis, deuxièmement, moi, je pense aussi que quand on compare aussi les taux de participation avec les scrutins régionaux précédents, il faut qu'on fasse attention parce qu'on était sur un seul tour. Jusqu'à 98, on était sur un seul tour. Mais moi, j'ai comparé uniquement les premiers tours. Oui. J'ai pris les premiers tours. Mais ce que je veux dire, c'est que quand il y a un premier tour et quand il y a un seul tour, la participation est nécessairement plus élevée que quand il y a 2 tours. C'est clair. Et donc, ce que je veux dire par là, je veux amener le sujet aussi sur la question des 2 tours. Est-ce que 2 tours, est-ce que ça ne favorise pas l'abstention au premier tour? Quel est l'intérêt de mettre en place 2 tours? Pourquoi, en fait, ne pas mettre en place, un seul tour? Revenir à un seul tour, ça coûterait moins cher. Les gens n'auraient pas la tentation d'attendre le deuxième tour, et peut-être qu'il n'y aurait pas eu 14 listes, ils se seraient débrouillés pour que quand même il y ait moins de listes. Donc, ce sont des questions que je pose, je n'ai pas de certitude, je ne sais pas ce que ça peut Moi, j'ai une produire. réponse sur ces questions. Et je pense il faut vraiment qu'on interroge ce scrutin majoritaire donc à 2 tours, voilà. Parce que lorsqu'il y avait un tour, il faut faire le choix entre 2 tours avec une prime majoritaire ou un tour avec l'intégrale. Vous avez vu ce que ça a donné, l'intégrale. Et on peut faire un tour et prime majoritaire. Avec une prime majoritaire. Oui, le problème, c'est que si on fait un tour et prime majoritaire, les mecs vont pas se présenter. Ça ne sert à rien. Mais pour une raison simple, puisque un tour, quel que soit le nombre de voix que tu fais à partir du moment où tu es devant, c'est bien d'accord, c'est ça. Oui. Tu as la prime majoritaire, Oui. c'est à l'époque. Il y a eu, au début, il n'y a pas eu de prime majoritaire. Donc, il y a eu des combinations, rappelez-vous. Oui. OK, 83, 86, 90, combination. On est même arrivé à un stade où le soir, la droite avait gagné, le dimanche soir, le lundi matin, c'était la gauche qui avait gagné. On part en tête sur des délires. Donc, effectivement, le moins pire, c'est un seul tour avec prime majoritaire. Mais si tu fais un seul tour avec prime majoritaire, tu ne favorises pas l'expression politique. C'est-à-dire que le type C, de toute façon, qui ne va pas pouvoir menacer, entre guillemets, ou challenger celui qui arrive devant. Parce que celui qui arrive devant, même s'il arrive devant avec 300 voix, tu lui donnes 50% et l'opinion n'a pas le temps de réagir. Tandis qu'à 2 tours, l'opinion s'exprime, les 14-10, et moi je suis à fond pour... D'ailleurs, 14-10, c'est pas un record. Okay. On a fait pire que 14-10, okay, mais personne n'a pas roulé. L'on était à m'entendre, ah ouais, 14-10, c'est trop. Et les frères, on a fait pire. On a fait 15 listes. OK? Bon, donc, je pense que 2 tours, c'est nécessaire. C'est nécessaire pour l'expression politique. Le deuxième tour, on passe à des choses plus pragmatiques. Il faut bien que quelqu'un gagne, finisse par gagner. Mais on a entendu des choses très intéressantes. On a entendu des listes qui ont fait 1000 voix, d'accord, mais qui avaient des idées extrêmement intéressantes qui n'ont jamais été exprimées par les MAPIPI. Alors j'espère que les MAPIPI vont récupérer ces... Alors justement, ça aurait donné à ces gens-là la possibilité d'être à la CTM. Non, ils n'auraient pas été, parce qu'ils ont fait moins de 5%. Non, mais si on modifie les choses, peut-être qu'on pourrait modifier ça aussi. Alors là, c'est le bordel absolu. Non, c'est pas le bordel. Pour moi, cette histoire de 2 tours, je suis entièrement d'accord avec toi. Cette histoire de 2 tours-là, pour moi, c'est du temps perdu, de l'argent perdu. Et pourquoi on fait pas ça au présidentiel? Attends. Et c'est la possibilité. C'est la possibilité, entre guillemets, de faire des combines. Voilà, pour moi, c'est comme ça que je vois ça. Moi, tu penses que parmi les 4 listes-là, il n'y a pas eu des gens qui voulaient faire imbattable? Non. Moi, je pense que au premier tour, on vote.
eh bien, sacré, il va devant avec la prime majoritaire pour qu'il soit confortablement installé, pour qu'il puisse gouverner. Mais quelque part, moi, ça ne me gênerait pas qu'il y ait un seul tour. Hein. Alors, tu parles de l'élection présidentielle en France, je ne sais pas pour ça, mais franchement, j'ai regardé des débats dans des régions françaises là en ce moment, cet après-midi, mais eux aussi, ils ont subi ça de plein fouet. Et je pense que quelque part, alors, j'ai un petit peu aussi l'idée que, concernant le vote obligatoire, les gens doivent se dire que si jamais on met le vote obligatoire, les politiques que nous connaissons actuellement vont disparaître. Hein. Parce que s'il y a beaucoup plus de personnes qui viendront voter, probablement qu'on n'aura pas les mêmes personnes au pouvoir. Oui, mais qu'est-ce que tu vas obtenir? Tu vas obtenir des prédicateurs? Non, tu vas obtenir... non, mais attends, Olivier. Pas forcément. Tu dis, prenons cet exemple. Ouais. Un seul tour. Ça veut dire que lors des régionales précédentes, tu aurais eu 6 régions. 6 régions? Oui, 6 régions en France, gouvernées par l'extrême droite. C'est ça que tu aurais eu. C'est ça que tu aurais eu. Là, par exemple, si on avait la région PACA, c'était l'extrême droite. Il faut faire attention à ça. Vous voulez un seul tour. Le tour unique avec prime majoritaire, c'est la voie ouverte. Je ne suis pas contre pour des raisons universelles. Je suis contre en France. Les autres pays ne m'intéressent pas. Ici, chez moi, je ne veux pas donner la prime aux populistes. Et vous savez très bien que lors du premier tour, c'est les militants qui vont se prononcer. C'est les mecs les plus bandés sur l'opération qui vont se présenter et qui vont voter. Et c'est ce qu'on a eu. Mais voilà, c'est ce qui s'est passé. Serge Letchimy n'est pas un populiste. Non. Je dis, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit les militants. Et comme c'est des militants, il suffit qu'il y ait un parti ou deux qui soient populistes. C'est la voie ouverte au succès des populistes. Donc, les vrais démocrates ont compris qu'un tour unique, obligatoire, vote obligatoire, en France, c'est la porte ouverte. En Allemagne, c'est la porte en Italie. Ils connaissent leur histoire. Les mecs sont pas fous. Non mais okay? Dans ces pays en Belgique, je te donne un exemple. Les législatives se font au premier tour. Il y a un seul tour aux législatives. Oui, mais les législatives, ça n'a rien à voir puisque, rappelle-toi, une bonne partie de ces pays-là, les législatives sont à la proportionnelle. Pas en France. Le Français sait ce qu'il attend avec les législatives à la proportionnelle. Regardez Mitterrand. Il met la proportionnelle en 86. Boum, le Front National est rentré à l'Assemblée. Les mecs, l'histoire constitutionnelle, l'histoire politique est fondamentale sur le choix des votes, sur le choix du code électoral. On ne peut pas appliquer à n'importe quel... Regarde la Belgique, le vote obligatoire, ça a mené à quoi? À favoriser les Flamands, donc le séparatisme. Regardez, la Belgique est restée plusieurs mois sans gouvernement parce que le vote obligatoire a favorisé les populistes. Il ne faut pas mélanger le régime démocratique et puis le mode de scrutin. C'est deux choses distinctes. Ah bon? Non, attends. Et donc sur la question aussi donc, du vote obligatoire, par rapport à la question de la liberté, moi je pense que c'est important de noter que, donc tu as parlé des élections régionales en 83, il y avait 3 femmes. Il y avait 3 femmes sur 41 élues. Et si aujourd'hui il y a un peu plus de femmes, c'est parce qu'il y a une obligation. Oui, ça c'est le problème de la parité. La parité. Non, mais ce que je veux dire, c'est que les obligations, quelquefois, si on compte sur la liberté et la spontanéité des acteurs, peut-être qu'on peut obtenir, donc conserver des déséquilibres pendant longtemps. Ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Je préfère une obligation pour des choses positives qu'une obligation pour des choses aléatoires. Ce dont tu parles, ce sont des quotas. Et moi, je suis à fond pour les quotas. Je l'ai déjà dit ici, notamment sur les quotas ethniques. C'est fondamental. Par contre, dire à des gens qui ont la capacité d'installer un pouvoir raciste, il faut quand même le rappeler, raciste, xénophobe, antisémite et populiste en France sur un simple bulletin de vote, alors moi je dis par pragmatisme, non, je ne prends pas ce risque-là. Je préfère ne pas le prendre parce que, je te le rappelle, les élections régionales précédentes, si elles avaient eu lieu à un tour, le Front National... Le résultat ne serait pas le même. Peut-être pas. Un comportement au premier tour avec une élection à 2 tours, avec comportement avec un tour unique. Non, les sondages... Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Si tout le monde votait en France,
si tout le monde votait, le Front National serait déjà au pouvoir. Et vous le savez pertinemment, puisque quand on interroge les gens, ici, moi je fais des sondages, hein. Je préfère ne pas vous dire pour qui les gens voteraient si tout le monde devait voter. Mais et d'ici, on est démocratique. Si par le vote, le Front National, les idées du Front National sont majoritaires, on l'accepte? Mais bien sûr, si on est démocratique, on est démocratique. On peut être démocratique et éviter d'être naïf. Si donc par une technique, en fait, on exclut donc un parti politique, je trouve pas ça très démocratique. Tu préfères quoi? Et vous savez, Tu préfères la technique des fascistes? Parce que les fascistes ont des techniques aussi. Encore une fois, la certitude, donc moi j'ai pas de certitude en comparant un scrutin à 2 tours et un scrutin à un seul tour. Les comportements ne sont pas les mêmes. Non, mais c'est autre chose, ça. C'est autre mais chose. Non. On parle du vote obligatoire. Et là, on l'applique à différents types de scrutins. Moi, sur le vote obligatoire, premier tour, deuxième tour, on peut en débattre. Par contre, si on fait vote obligatoire plus un seul tour, nos prix fait. Et Olivier, rappelle-toi, peut-être, qu'est-ce qui amène le fascisme au pouvoir? Mussolini, il n'a pas fait un coup d'État. OK? Hitler non plus. OK? Jair Bolsonaro, il n'a pas fait de coup d'État. Non, mais les 4 personnes qui sont... Non, on parle de de choses philosophiques et ça touche la Martinique, puisque si la loi française change, la Martinique sera concernée. Ouais. Donc, regardons ce qui peut arriver quand des fascistes gagnent le pouvoir par la voie démocratique. Je pense que la démocratie a le droit de se protéger, ok? Elle a le devoir de se protéger parce que le nombre de personnes qui sont mortes depuis que Jair Bolsonaro est président de la République dans les campagnes brésiliennes, éliminées par les grands propriétaires, ça, il ne faut pas raconter ça. Combien de monde qui mort au Brésil à cause de Jair Bolsonaro sur sa politique de santé? Combien de morts, ok? Et je préfère me concentrer sur la Martinique un petit peu pour qu'on essaie de faire les gens comprendre. Moi, ce que j'ai envie de dire, Trump, quand il est arrivé au pouvoir, tout le monde a dit, bon Dieu, c'est la fin des États-Unis. Hein. Et là, quand il est parti du pouvoir, il y a beaucoup de personnes, dont des Noirs, dont des Hispaniques, qui étaient pour Trump. Donc le fait que... tu penses que Trump aux États-Unis a fait du bien aux États-Unis? En tout cas, certains Américains... Tu as vu le nombre de Noirs qui ont été tués par la police pendant le pouvoir de Trump? Il y a beaucoup de Noirs, là, pour l'élection de Trump, qui ont regretté sa défaite. Il y a beaucoup de Martiniquais noirs qui votent pour Marine Le Pen. Hein. Par contre, je vois Marine Le Pen arriver au pouvoir, là, il y a regretté. Les Martiniquais qui votent pour Marine Le Pen, est-ce que c'est par amour pour Marine Le Pen ou bien c'est un coup de semonce qu'ils veulent donner à ceux qui sont au pouvoir qui ne font pas ce qu'il faut peut-être pour les... Quand tu votes pour Marine Le Pen, tu fais un choix assumé. Ou d'accord? Et puis moi, moun pas rentrer dans un bureau et puis qu'à jouer machin. Tu es assumé. Elle est raciste. Elle est xénophobe, elle n'aime pas les Noirs, ok? Donc, c'est pas très compliqué. Là, on a fait ça, c'est que Okaba en parle. Okaba en parle, qu'il les détruit. J'ai du mal à croire que les gens du prêcheur sont pour Marine Le Pen. C'est pas spécialement du prêcheur. Non, mais pourtant, regarde le nombre de voix qu'ils ont fait, que Marine Le Pen a fait au prêcheur. Et au Gaumont aussi. Et au Gaumont. Et j'aime à croire que les Gaumonnais ne sont pas pour Marine Le Pen. Donc c'est simplement pour alerter, je pense, à mon avis. Non, c'est plus grave que ça. Je pense qu'une bonne partie des Martiniquais sont devenus xénophobes. Ok? Ils sont devenus xénophobes, ils sont devenus racistes, et ils oublient qu'eux-mêmes viennent d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Il faut leur dire tous les jours, messieurs, allons pas dériver. Parce que tu sais, c'est facile. Comme on est protégé par Papa Blanc. Donc on peut se... Comment dirais-je? On peut s'impressionner soi-même, tu vois, se mettre en danger. Par contre, ça peut basculer. Hein. Aux élections présidentielles, ça peut basculer. Aux élections législatives, ça peut basculer. Mais c'est là où on a cette Lucie ou bien Dominique pour y réfugier. C'est pas faux. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? J'ai bien fait de venir ce soir. Moi, je fais le rêve que la Martinique devienne un pays, un département, un territoire étalon dans le bien faire. Ça n'est pas parce que tout ce qui est dit, raconte, existe ailleurs qu'on ne peut pas essayer d'imaginer bien faire les choses et mieux faire les choses en Martinique. Et j'ai vu passer, moi je me ressens sur la Martinique si vous permettez, j'ai vu passer un certain nombre de choses dans la mandature passée
qui devrait, de mon sens, qui ne ressemble pas aux fondamentaux de notre pays, dans le sens du partage, du bien vivre ensemble. Et ce qui se passe notamment dans des domaines aussi importants que l'eau, que le transport, que l'éducation en Martinique, que l'aide aux personnes âgées, me paraissent très très importants à être révisés et devraient, me semble-t-il, sans qu'on rentre dans des votes extrémistes, totalitaires, devraient permettre aux gens d'avoir un sursaut, de se dire nous avons besoin que ça aille différemment, que ça aille mieux. En fait, nous avons commencé le discours par un faible taux de participation qui amène au pouvoir des gens qui vont diriger le pays pour le plus grand nombre, mais élus par le plus petit dénominateur. Ça donne ce qu'on a vu. Excusez-moi, je ne peux pas me satisfaire d'entendre des tuyaux sont trop petits, mais ça arrive quand même, tant pis. Il y a des règles à appliquer et il faudrait que la Martinique sorte de ça et aille un peu plus en avant. Moi, je laisse, et ce qui est dit sur le Brésil, par exemple, est très très éloigné de la vraie réalité de ce pays sur le nombre de morts. Le coronavirus est un épiphénomène par rapport à ce qui a pu se passer. Je parle en termes de morts, hein. Je parle sur le Brésil, il parle de ça et c'est très très grave. Mais en fait, pour revenir chez nous, je voudrais imaginer un pays où des gens ont une vision commune, une vision juste pour ce qu'il y a à faire. Et Eddy a dit tout à l'heure, très justement, aux élections européennes, la participation est faible. Plus que faible. Plus que faible. Or, notre territoire ne vit pas sans l'Europe. Et alors, c'est vrai, ceux qui ont la charge de ces affaires européennes ne sont pas toujours au maximum de ce qu'on aurait pu attendre d'eux en retour. Tu ne vises personne en particulier. Personne en retour. Mais croyez bien que si nous étions malins, nous tirerions un profit extraordinaire de cette Europe-là, avec tout l'arsenal des produits qui existent pour nous permettre de mieux vivre et de mieux être. Voilà. Sauf que comparaison n'est vraiment pas raison. Sur les élections européennes, on savait dès le départ, je me rappelle des européennes de 1979. On n'était pas nés. Il faut noter, je ne dis pas que ce soit la cause unique et principale, que le Parti progressiste martiniquais à l'époque avait appelé à l'abstention. On n'avait jamais vu une telle abstention pour des élections. Et on en a conclu, mais l'Europe, ça ne nous concerne pas. C'est pas bagaille nous, ça, c'est pas affaire nous. Ignorance. Oui, mais on n'est plus... Maintenant, nous sommes en 2021, c'est tout à fait différent. On ne connaissait même pas les fonds européens à l'époque, pour ne parler que de cela. D'accord ? Donc, faisons attention, gardons raison, pas trop comparaison. Toutes les élections ne sont pas égales. Les législatives, c'est pas les régionales. J'allais dire les cantonales, ça n'existe plus, donc ça ne nous concerne plus. Moi, je reste persuadé, je trouve le discours d'Eddy un peu catastrophique, mais non dénué d'une certaine vérité. On ne sait pas. Je vais le dire autrement. Un système électoral, c'est un système. C'est-à-dire, il y a un certain nombre de mécanismes qui sont mis en place par l'État, disons, par la loi. Voilà. Un certain nombre de mécanismes. Les mécanismes peuvent changer. Mais il faut savoir anticiper pour savoir à quoi on peut aboutir. La crainte qu'a dit du Front National n'est pas fausse. On ne sait pas si le Rassemblement National, soyons en 2021, ne va pas remporter la prochaine élection présidentielle, même avec le système actuel. On ne sait pas si un autre système qui ne pourra pas arriver pour les prochaines présidentielles, mais peut-être pour celle d'après, n'est-ce pas ? Celle de 2027, si je ne m'abuse. On ne sait pas si un autre système avantagerait le Front National ou la France Insoumise, je dis n'importe quoi. Donc,
il faut faire attention quand on change de système électoral. Un système électoral, c'est un peu comme ce que disait Winston Churchill de la démocratie. C'est le pire des systèmes à l'exception de tous les autres. Bien dit. Tout à fait. Mais je ne suis vraiment pas pour Marine Le Pen. Hein. Mais tout ce que j'ai remarqué ces derniers temps, l'année dernière au municipal, toutes les mairies dirigées par le FN, les maires ont été tous réélus. Oui, avec un faible taux. Avec un faible taux. Mais c'est ça le problème. Et alors, l'abstention. Et alors, moi, ce que je déplore, c'est qu'on manque de données qualifiées sur l'abstention. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, parce que, en fait, compte, les donneurs d'ordre ne vont pas commander à Eddy de faire une étude très approfondie pour définir le profil, les motivations. Donc, quel âge... Mais nous, on les a. Vous, oui. Nous, on les a. Parce qu'on étudie. La première chose qu'on fait, c'est qu'on va récupérer les listes d'émargement. Alors, excuse-moi de t'avoir interrompu, mais je donne le conseil aux maires qui ont reçu mercredi, qui ont reçu les listes d'émargement du vote de dimanche dernier. Donc, ils peuvent, très simplement, puisqu'il y a 4... C'est légal, ça? Oui, déjà là, oui. connaître qui a été voté la semaine d'avant. Mais bien sûr, mais qu'est-ce que tu crois? Mardi matin, à la préfecture, il y avait des dizaines de mecs de chaque parti qui sont venus avec des appareils photo et qui ont photographié les listes d'émargement parce qu'ils connaissent des gens qui leur avaient dit « Pas un chat, je vais voter bon ». Et puis là, ils ont regardé, ils n'ont pas eu signature. Donc, ils ont regardé, et Charles, ou dit qu'ils vont voter ou pas voter, c'est légal. Et donc ça, c'était en préfecture. Il peut dire qu'il va voter pour lui et qu'il ne vote pas pour lui. Il peut émarger s'il n'a pas voté pour lui. Oui, non, mais il n'a pas été voté. C'est déjà un problème. Ouais. Si on va aller voter ou pas voter, bon. Mais c'est peut-être déjà une chose pour lui. Peut-être, ou pas jamais ça. Mais là, on nous dit, mais il y a cadeau, ça, oui. Donc, mercredi, tous les maires ont retrouvé leur liste d'émargement, pas pour longtemps. Il faut qu'ils fassent des photocopies très rapidement. Ah, d'accord. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il faut analyser, c'est-à-dire qu'il y a 4 données sur les listes électorales qui sont importantes. En fait, 3 données. Le sexe, est-ce que c'est les hommes ou les femmes qui ne votent pas? La date de naissance, très important, sur les âges. Et puis, l'adresse, c'est-à-dire, est-ce que l'adresse te permet plus ou moins d'avoir, on va dire, le profil socio-économique? Là où tu habites, ça c'est pas connoté forcément, mais ça donne des indications. Et quand les maires intègrent ça, lorsque les maires intègrent ça et qu'ils mettent ça dans une machine, alors les maires ou les partis politiques, puisque c'est accessible, c'est un document public. Et là, vous pouvez avoir des éléments sur l'abstention. Et nous, on les a. On a ces éléments. Mais est-ce que tous les émargements recueillis sur des registres sont des émargements de gens qui sont venus voter? De gens vivants, tu veux dire? Oui. Je voulais poursuivre. Donc, si Eddy a ces infos-là, ben vraiment, je lui demande de te les donner. Non, de les partager. Dans l'intérêt de la démocratie. Le problème, Olivier, je vais te répondre. Pour faire reculer le populisme. Je vais te répondre. Oui. Nous, on est une entreprise privée, ok? Et moi, j'en ai assez. Je ne parle pas de toi, je parle de tous les gens qui nous appellent, tu vois, tous les jours. Oui, comment il y a machin, etc. Je dis à ces gens-là, au bout d'un moment, ça suffit. Quoi. Donc c'est pour ça que je dis, c'est pour ça, donc pour que je puisse poursuivre, c'est pour ça que je dis que les donneurs d'ordre, notamment les donneurs d'ordre public, donc pourraient commander à des sociétés comme celle d'Eddy ce type d'études-là pour que ça puisse être partagé. Parce qu'aujourd'hui, il y a des militants qui ont fait des photos, tout ça. Mais globalement, je ne sais pas s'ils sont outillés pour traiter une telle masse de données. Non, ils restent sur leur commune. Hein. Voilà, ils restent sur leur commune, ils restent sur l'élection de cette année. Exactement. Et puis dans 6 ans, en fait, quand il y aura une autre équipe de militants qui aura donc aussi fait ces photos, mais bon, l'information ne sera pas consolidée. Et donc, ma demande très claire, hein, moi je demande formellement, officiellement au CESEM, vraiment de mener une étude sur l'abstention. Parce qu'on ne peut pas, chaque soir d'élection, déplorer donc, la décroissance de la participation et on ne fait rien pour connaître les causes, le profil, de façon scientifique, hein, pas de façon militante et de façon électoraliste, pour connaître les causes. Et donc, je pense qu'il faut vraiment que les pouvoirs publics qui ont des budgets, qui ont des effectifs, commandent ce type d'études-là et puis rendent public
les données et fasse partager ça. Et les premiers utilisateurs de ces données-là, donc ce seraient les partis politiques qui pourraient, et tout ça. Donc si on veut vraiment faire du combat contre l'abstention une cause importante, ben, on va mettre les moyens. On met les moyens, on met des études. Et donc, tous les hommes politiques, les femmes politiques que tu reçois, Mano, qui disent oui, l'abstention, c'est terrible. Ah. Donc, là, ils arrivent au pouvoir. On va dire, mais bon, qui ça va faire? Qui budget on va mettre? Qui études recommandées pour vraiment étudier ça, pour combattre ça? Parce qu'aujourd'hui, Serge Letchimy qui arrive en tête, il arrive en tête avec moins de 10% des inscrits. Ouais. Moins de 10% des inscrits. C'est quel diapo que tu as là? Parce que je crois qu'on a des diapos que tu nous as envoyés, mais elles sont numérotées ou pas? Non. C'est la deuxième. Hein, Grégory, la deuxième diapo, tu peux nous la passer s'il te plaît? 2 et 3. J'ai pas eu le temps de consulter tout. Donc ça, c'est la première. Bon, ça, c'est bon. C'est l'évolution du taux de participation, notamment entre 2015 et 2021, donc on passe de 41% à 32%. Et puis la diapo suivante, bon, c'est la diapo des résultats, si vous voulez. Grégory. Donc vous avez 306 000 inscrits. Et Serge Letchimy, bon, il fait moins de 30 600 voix. Donc il fait moins de 10% des inscrits. 30 267. Voilà, exactement. Marie-Jeanne fait 7%. Voilà, donc c'est pour vous dire que c'est très très grave. C'est ce que tu disais. C'est vraiment très grave, parce que si vous voulez, quand vous représentez 10% des inscrits, il faut que vous soyez conscient que quand vous gagnez au deuxième tour, ben vous ne représentez que 10% des inscrits. Ça veut dire que 90% des personnes inscrites n'ont pas voté pour vous. Donc vous n'êtes pas plénipotentiaire. Sauf qu'on peut penser qu'au deuxième tour, l'abstention sera moins forte. Oui, mais au premier tour, qu'est-ce que vous pesez vraiment? C'est comme Emmanuel Macron, il représente 24% des gens qui ont voté, des exprimés, si vous voulez. Je crois que c'était 17% des inscrits, si vous voulez. Donc, et ça, il faut que le personnel politique, les responsables, vraiment le conscientisent. Alors, je vois bien que les propositions en matière de démocratie participative, de participation citoyenne, vraiment se développent. Et c'est très bien. Mais derrière, il faudrait vraiment que les dispositifs... Pendant la campagne. Hein. Oui, pendant la campagne, voilà. Et après, il faudra vraiment réaliser ces promesses de démocratie participative, de participation citoyenne. Et c'est vraiment très très important que les hommes et les femmes politiques en prennent conscience. Mais malheureusement, on a l'impression que s'il ne restait qu'un seul électeur, ben, dès que l'électeur est voté pour nous, on serait content, quoi. On serait content. Donc vraiment, il faut vraiment attirer l'attention des élus et de ceux qui vont gagner. Et alors, ce qui est bien cette année, vraiment, je trouve que c'est quand même une belle avancée pour la démocratie, c'est qu'il y a 4 listes. C'est-à-dire que l'argument du vote utile... Pour le deuxième tour. Pour le deuxième tour. Il y a 4 listes qui sont qualifiées, donc on a encore le choix. Et je pense qu'il ne faut vraiment pas céder à l'argument du vote utile ou de voter pour celui qui va gagner, parce que le vote, c'est pas un coup de cheval. C'est pas on peut pas pailler les gens là qui arrivent devant, c'est pas ça. C'est exprimer vraiment sincèrement, même si on n'est pas sûr de gagner, exprimer ses convictions, mais pas faire partie être le supporter de celui qui va gagner. Moi, c'est le message que moi j'aurais aimé faire passer à la population. Choisissez, mais vous n'êtes pas obligé de choisir celui qui va gagner, celui dont on vous a dit qu'il va gagner. Donc on a le choix. Le deuxième tour n'est pas fait pour éliminer. Non, le dicton, justement, donc voilà. On choisit au premier tour, on élimine au second tour. Voilà. Là, on peut le faire mentir parce qu'on a le choix. Donc profitons de ce choix-là qui nous est offert. Et il faudrait mieux éliminer dès le premier tour. Non, moi je pense qu'il faut susciter l'adhésion, l'enthousiasme, l'envie, si vous voulez, plutôt que le rejet. Il y a un chiffre qui m'interpelle. Alors, ce que est dit sur les listes d'émargement photographiées et mis à la disposition d'un certain nombre, je trouve ça, pour ma part, assez stupéfiant et voire dangereux pour des gens qui pourraient être interpellés défavorablement. Non, mais j'ai pensé à ça quand il a dit ça. Me dit, Après, bon, voilà. Moi, il y a un chiffre qui m'interpelle dans ce que vous dites, c'est le chiffre de 306 000 inscrits en Martinique. Ouais. Vous connaissez la population de la Martinique, vous voyez le nombre d'inscrits, vous voyez qu'on est vraiment là dans un pays vieux. Oui. C'est vrai.
On le sait, le constat, on le dit, mais quand les chiffres sont posés, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il y a 306 000 inscrits dans un pays où il compte aujourd'hui, Olivier, combien 365 000 Ouais, 368 000. 368 000. Enfin, ça, c'est le chiffre officiel. Oui, Mais tu sais- les inscrits aussi sont les chiffres officiels. Mais Ôte-moi d'un doute. Mais On n'a pas inscrit nos amis encore. Mais il y a des gens qui sont inscrits qui n'existent pas. Il y a des gens Donc, qui ils sont morts, bien sûr. Oui. Parce que Oui. le nettoyage des listes électorales, il y a un vrai chantier. Hein. Il a été entrepris en 2017. Donc, l'INSEE a récupéré donc, le répertoire unique électoral. Ce qui ne plaît pas au maire. Hein. Et donc, exactement. Et donc, par exemple, à Villefort-de-France, il y a eu 5 000 inscrits. On était à 65 000 inscrits donc, en 2015. Et on est passé donc, aux européennes, en 2019 exactement, à 60 000 inscrits. Ouais. Donc, c'est un travail qui se fait. Bon, Mais tu Voilà. devrais tirer un autre enseignement de ce chiffre de 306 000. Parce que quand tu le compares le ratio nombre d'inscrits population en France, ben ici, on a un vrai souci. Et donc, on a un taux d'inscrits qui est énorme par rapport au taux officiel de la population. Ce qui milite encore une fois pour dire que le taux officiel de la population, enfin la taille de la population est fausse. Oui. Tu ne peux pas avoir, il y a même des villes, je ne Elle est citerai supérieure pas, au- où le nombre d'inscrits est supérieur à la population. Supérieur à la population, Bon, c'est donc vrai. il y a un vrai souci sur la population, mais c'est un autre débat. C'est pas Mais- étonnant puisque tout le monde ne vote pas dans sa ville. Oui, mais c'est pas normal. Mais c'est pas normal, j'entends. Ouais, normal. Mais il y a un vrai machin. Il y a puis juste un truc qui m'a interpellé sur en écoutant les débats et tout. Vous avez ce phénomène de 5% qui est là-bas Ouais. du remboursement Ah. des frais. Et moi, je trouve ça profondément injuste. Je le dis. Mais évidemment, Moi aussi, je l'ai subi. je- moi aussi. oui. Tu sais de quoi on parle. Alors, Il faudrait leur dire. Emmanuel, avant qu'ils aient les attends, Emmanuel, élections, Oui, dire je ne vas-y, voudrais vas-y, pas. vas-y. Je ne voudrais pas t'entendre me dire, là, je l'ai subi parce que tu as été candidat à un moment donné, Mais c'est pour comme ça, j'ai mais entendu c'est ça. quelqu'un dire à la Mais c'est télévision hier soir. Ah non, on n'a pas fait le travail des routes parce qu'on n'a pas réparé les nids de poules devant chez moi. Ouais. C'est une journaliste. Un journaliste pas tenté. Pas tenté. Oui. Et donc, en fait, non, c'est pas, non, on ne fait pas nos Non, mais- nos non, mais petits j'ai une pensée- marchés Attends, entre pardon, nous. pardon, José. Oui. Ce que j'ai subi là, j'ai une pensée émue pour Yann Monplaisir, qui frôle les 5%. Eh oui. Encore que Yann n'est pas le plus démuni. Oui, il a les moyens peut-être. C'est pas ça qu'il a les moyens peut-être. Je veux pas lui être désagréable. Il n'est pas le plus démuni en la matière. Vous avez des gens qui ne peuvent pas déployer autant de moyens pour faire entendre leur voix, connaître leurs propositions, parce que ils savent que s'ils ne passent pas cette barre fatidique, ils ne seront pas remboursés. Et en fait, Ce qu'on appelle les petites listes. les petites listes, et or les grandes listes par essence ont des moyens de leur position déjà pour pouvoir... Ils étaient petits au début. Au début, ils étaient petits. Je n'ai pas connu le Les PPM grandes petit, Mais oui, le PPM Mais était pourtant. tout petit. Ah oui, En mais 50, pourtant. Au début, mais il y a longtemps. Hein. Oui, mais. Oui, non, mais nos je dis grandis. ça. Oui, Ah oui, ben, oui, mais c'est Moi, vrai. je pense à Bérisson, par Ouais. exemple. Non. Bérisson a fait sa campagne avec une seule... Il n'est pas le plus avec démuni une seule- non plus. Non, mais n'oubliez pas que cette notion de taille est très importante. Oui. Vous savez pertinemment que un certain nombre de listes savent qu'elles ne vont pas gagner. Vous savez pourquoi elles savent qu'elles ne vont pas gagner? Parce que de toute façon, elles n'ont pas suffisamment de bulletins. Exact. Eh oui, quand tu veux gagner, il te faut beaucoup de bulletins parce que tu sais que tu auras beaucoup d'électeurs. Mais ouais. Mais quand tu sais que, au lieu d'envoyer un nombre de bulletins égal au nombre d'inscrits, ce qui est théorique, À peu près. Et multiplié par deux, Non, 715 000. oui, parce oui, que oui. Dans Bon. les circulaires aussi. Oui, tu peux Quand dire tu, tout. quand tu en envoies 100 000, tu sais déjà Non, que tu mais- vas pas gagner. non, mais- Donc tu n'auras Enfin, pas beaucoup, pas beaucoup à rembourser. Non, mais je sur- dis, j'entends ça et je dis, il me semble que quelque chose est injuste. Il me semble hein, que les petits mériteraient plus un coup de main que... Moi, je pense que tu as raison. Le taux de remboursement devrait être proportionnel au nombre de voix. Voilà. Et donc, il y a une base de remboursement, et puis tu peux augmenter ton remboursement en fonction du nombre de voix. On devrait dire, tout le monde va être remboursé, je dirais, allez, on met Une un base. forfait 10 000 euros. Il y a une base. Voilà, et Ouais. puis, plus on fait voix, plus on rembourse. Il y a un truc que je voudrais souligner, que tu dis ouais, mais bon, les taux, les listes, Olivier dit, on a le choix, etc. Bon, c'est bien gentil, mais
il faut quand même gouverner un pays. Et gouverner un pays, parce que le champ de pouvoir de la CTM ne fait que s'élargir au fur et à mesure. Hein. Et là, il y a des lois qui arrivent qui vont encore donner plus de pouvoir à la CTM. Et puis cette CTM-là, elle est très particulière. C'est la seule CTM qui va être gouvernée pendant 7 ans, qui va donc connaître 2 présidents de la République, et qui va connaître 2 programmes opérationnels. Ou 2 fois le même. Ou peut-être. Non, c'est pas possible. Ça peut pas être 2 fois le même. Non. Sauf si. Bon, oui, c'est vrai. Ça dépend de qui gagne. Tu as raison. Potentiellement 2 fois le même. Oui. Ok. 2 programmes européens. Ok. Plus tous les leviers, je dirais, de programmes de relance que l'Union européenne balance. Par exemple, là, il y a 100 millions d'euros qui viennent d'être accordés spécifiquement à la modernisation de l'hôpital. De Trinité. De manière du générale. Du CHUM, Trinité, Ouais. etc. Le CHUM. Donc, c'est fantastique. Mais le type ou la dame qui aura le pouvoir là, il faut qu'il puisse gouverner. Ça veut dire qu'il faut qu'il réalise un certain nombre de voies qui lui permettent d'avoir la majorité absolue. Et vous disiez, Olivier disait, mais au moins, on a le choix. Mais il ne faut pas se faire d'illusions. Si la liste qui arrive en tête ne fait pas 37% des suffrages exprimés, alors on a fait un petit calcul. On a déjà fait. Le calcul. S'il y a Olivier ne va pas nous démentir, s'il y a une augmentation du taux de participation, c'est fort probable, de 10%. Pour qu'une liste puisse être tranquille, il faut qu'elle réalise 50 000 voix. Ouais. OK ? Quelle est la liste là, qui est capable de faire 50 000 voix? On peut prendre ça dans tous les sens. Non, ça va être très compliqué. Ça veut dire, en clair, que les combinations que tu semblais écarter, elles sont là, potentiellement. Mais moi, ce que je veux dire, c'est clair qu'il faut une grosse machine, quelqu'un qui soit solide pour diriger la CTM. Mais là, prenons le cas présent, 14 listes. Bon, il y a seulement 4 qui arrivent au deuxième tour. Mais dans les 10 autres listes qui ont été, pour l'instant, abandonnées, qui ont perdu. Ces gens-là avaient de bonnes idées. Et ces gens-là pourraient être... Quand je dis ces gens-là, je prends le cas encore d'Olivier Bérisson, je le lui ai dit quand il est venu ici, je ne pense pas que tu seras président de la CTM. Mais je pense que ta voix peut être porteur de certaines personnes que tu représentes. Moi, j'estime que Bérisson, tout comme les autres que je ne connais pas particulièrement, pourraient amener quelque chose de plus. Ils ne sont pas en capacité de gouverner la CTM, ça, je peux comprendre ça. Mais en tout cas, ça pourrait permettre aux autres personnes qui ont voté pour ces gens-là que leur voix soit entendue aussi à la CTM. Non, mais Emmanuel, il y a le président qui gouvernera la Martinique demain. Le président qui il va certainement regarder les bonnes idées de l'ensemble des listes pour pouvoir alors Serge Letchimy le dit, il est encore capable. Mais il le dit sur chaque plateau et sur RCI cet après-midi encore ses représentants disent ça. Mais en fait, si vous voulez, il n'est pas interdit que des bonnes idées dans l'intérêt de la Martinique soient puisées dans des listes de gens qui n'ont pas abouti, qui ne sont pas arrivés au bout du système. Et, je vous trouve très angélique, là. Ah non, mais oui, je vous trouve très angélique. En plus, parce qu'en Guadeloupe, il y a une liste qui soutient Marine Le Pen, qui est de manière très claire, xénophobe. Donc je te dis, mais revenons à la Martinique, nos voisins, nos frères guadeloupéens, ils ont une liste. Alors, je veux bien qu'on aille chercher les bonnes idées, mais... Elle est élue européenne, je crois, la dame. Oui, non, attends. Marine Le Pen oui, non, mais les idées... Oui. Non, elles étaient régionales, là. Ils étaient régionales. Ils ont développé leurs idées. L'une de leurs idées, c'est de bloquer l'immigration. De bloquer. C'est fini. Pas ni immigrer encore rentrer en pays, là. OK? Ça, c'est électoraliste. Non, mais attendez. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Vas-y. Vous dites, c'est dommage que les gens qui ont été éliminés ne peuvent pas apporter leurs idées. Ça, c'est une vision, j'allais dire, angélique. C'est quand toutes les listes qui ont été éliminées ont des idées positives pour la société. Ben oui. Mais si les idées sont négatives, donc moi je dis tant mieux. C'est-à-dire que, ou pas arriver à 10%, on y a en chance. Prochaine élection, représenter par contre pas vini dis-moi
que ça m'a dit dans bagaille moyen, faut y employer, tu es d'accord avec moi? Il n'y a pas c'est que- la démocratie. Mais il n'y a pas sûr, que le bien représentant sûr. du Front National en Guadeloupe qui veut bloquer l'immigration. Oui, mais lui, il le dit. Elle le dit. Mais d'autres le disent. Ah, j'ai pas beaucoup entendu. Hein. J'ai pas Tu n'as beaucoup. jamais entendu Élie de Mota parler Oui, des non mais, Haïtiens. non, mais lui. Ah, excuse-moi. Non, mais je parle des régionales. Là, je parle des régionales. Oui. Là c'était le seul parti qui Oui. disait. Non, mais tu te rends compte. Alors, imagine que le futur président de Guadeloupe, puisse aller récupérer des idées comme ça. Moi, je dis la chose suivante. La démocratie, c'est un exercice qu'il faut assumer et accepter. Il en reste. Tu n'as pas gagné, ne viens pas. Par contre, à l'initiative du président, du futur président, oui, je suis d'accord. Mais il ne faut pas en faire, il ne faut pas avoir la défaite amère. Voilà. Alors, tu as dit plusieurs fois le président de Ou la Martinique. présidente, Oui, attention, oui, j'ai oui, dit la oui, présidente. président ou présidente. Je parle de ça parce que mon petit-fils m'a demandé hier qui est le président de la Martinique. Est-ce qu'il y a un président de la Martinique? Donc j'ai essayé de lui expliquer, non, on est français et un président pour la France. On n'a pas de président martiniquais. L'actuel président, c'est le président de la collectivité Oui, oui. territoriale de Martinique. C'est un raccourci. Et il a 10 ans. C'est un Il a raccourci, 10 ans. Mais oui, pour lui, c'est dans un sa raccourci. tête, C'est un raccourci. il y a un président ici parce que, d'ailleurs, l'actuel président a dit, le premier Voilà, jour de son exactement. intronisation, je suis le président de tous les Martiniquais. Martiniquais, Non, c'est pas vrai. C'était simplement pour mon petit-fils. Oui, non, mais je pense qu'il faut qu'on soit indulgent aussi avec nous-mêmes, hein, parce que nous avons de nouvelles institutions. Oui. Donc, alors c'est vrai, et qu'il faut qu'on se les approprie, donc les élus aussi. Donc je pense qu'il faut qu'on soit indulgent. Et puis pour revenir à la question donc, des petites listes, en fait, je parlais des petits scores, moi. Hein. Je ne parle pas de petites listes. Oui, bien sûr. Moi, je pense que la leçon aussi qu'il faut retirer, c'est une campagne électorale de cette envergure-là, ça se fait pas en un mois, en 2 mois. C'est un travail de longue haleine. Il y a des candidats ou des candidates qui se vantent de n'avoir que 2 mois de campagne. Ils auraient pu faire mieux s'ils étaient partis beaucoup plus tôt. Et un candidat comme Philippe Joc, qui a l'intention de se présenter depuis plus d'1 an, qui était dans toutes les fêtes patronales, il aurait dû se déclarer beaucoup plus tôt. Il aurait fait sûrement plus de voix, il aurait rassemblé, il aurait structuré un mouvement. Donc l'idée, c'est Béatrice Bellé aussi, si elle était partie beaucoup plus tôt aussi, elle aurait fait sûrement plus de voix. Et donc quand on fait compte, alors il y a des circonstances atténuantes. Les élections ont été reportées, il y avait des incertitudes, mais on sait depuis le 27 juillet 2011 que le renouvellement donc des élus de l'Assemblée interviendra en mars 2021. C'était dans la loi du 27 juillet 2011. Donc, malgré les retards conjoncturels, les équipes auraient dû se préparer beaucoup plus tôt. Jean-Philippe Nilor aussi s'est déclaré très tard. Catherine Conconne. Serge Letchimy aussi. Alors aujourd'hui, Serge Letchimy dit oui, ça fait 2 ans qu'on travaille. Mais il y a 6 mois, il n'était pas candidat, il réfléchissait. On ne savait pas s'il était candidat ou pas. Vous voyez? Donc il faut aussi que les élus prennent leur part de responsabilité dans leur performance de la mobilisation de leur électorat et de l'électorat en général. Ouais. Cependant, le président Marie-Jeanne, dès la première année, il a dit qu'il était candidat. C'est le lendemain. Voilà, c'est le candidat qui s'est déclaré le premier. Oui. Le premier. Et ça explique peut-être, je dirais quand même, soit deuxième ces résultats en partie. En partie, ça a clarifié. Ça a clarifié Oui, les c'est choses. clair, c'est clair. Voilà. Daniel parlait de la fonction pédagogique de notre émission. Moi, je pense qu'il est important qu'on fasse un petit point sur l'enjeu du deuxième tour et sur le poids considérable que peuvent potentiellement avoir Catherine Conconne et Jean-Philippe Nilor sur la gestion future de cette Assemblée. Parce qu'il y a des gens qui disent, on a donné les chiffres là, du nombre de voix qu'il faut avoir pour être tranquille, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire avoir la majorité absolue, 26 sièges. c'est-à-dire 26 sièges. Excuse-moi, tu as une diapo qui pourrait montrer ça pendant qu'Eddie nous explique ça, non? Alors j'ai une Prochaine simulation, voilà, j'ai fait une simulation, mais on va laisser. Oui, continue, Eddie. Alors l'idée quand même importante, c'est assez dichotomique, hein, mais c'est extrêmement simple. Si, prenons, on était à 90 000 électeurs, on monte à 30 000 électeurs, 10%, on monte à 120 000, ok ? 120 000
pour avoir cette fameuse majorité absolue, il faut faire au minimum 40 000 voix. OK? Bon, je dis que, allez, pour être tranquille, celui qui a 50 000 voix, il a la majorité largement. Mais pas la majorité absolue des suffrages. Par contre, cette majorité relative des suffrages peut amener une majorité absolue des sièges. Oui. Il y a de fortes chances que ça puisse pas être le cas. Ça veut dire que le futur président, au lieu d'avoir 26 sièges minimum, qu'il en ait 25, 24 ou 23. Ce qui laisse... La prime. Non, prime comprise. Prime comprise. C'est ça l'erreur que les gens font le plus souvent. Ils disent, bon, mais... Et puis, 11 sièges là, de toute façon, nous gagnons la majorité. Oui, non, tout à fait. ces sièges compris, vous n'avez pas la majorité si vous faites moins de 37% des suffrages exprimés. 37,50. Ça représente 15 sièges. Donc 15 sièges plus 11 fait 26, tranquille. Par contre, 35, 34, 33, on gagne l'élection, on est arrivé devant. Mais on n'a pas les 26 sièges. Tu ne peux pas gouverner correctement. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est là que la présence des 4 listes apporte tout son sens à l'enjeu. Ça veut dire qu'en clair, comment les deux qui sont arrivés en tête se positionnent par rapport aux 2 qui sont arrivés après. Ils ont anticipé ça, Eddy. Ils ont anticipé ça. Attends. Non, mais eux, je parle aux gens qui nous écoutent. Oui. Alfred Marie-Jeanne a dit, moi, pas qu'à fait alliance et puis personne. Alors, allons analyser le truc. Il ne peut pas s'allier à Serge Letchimy, on est d'accord? Il est difficile d'envisager qu'il s'allie avec Jean-Philippe Nilor, puisqu'il a quand même clairement dit que Jean-Philippe Nilor fumait de la drogue dans la rue, qu'il l'a sorti. Enfin, on n'imagine pas. Et donc, il reste Catherine Conconne, éventuellement. Très belle réussite, d'ailleurs. Il reste Catherine Conconne. Bon, est-ce qu'on peut imaginer, enfin, je vous pose la question, Alfred Marie-Jeanne s'allier à Catherine Conconne? Bon. Prenons l'autre leader du premier tour, Serge Letchimy. Serge Letchimy et Catherine Conconne. Possible ou pas possible? Serge Letchimy et Nilor, possible ou pas possible? La question est posée, il n'y a pas d'évidence. Donc, en clair, ces 2 listes-là sont les faiseuses de roi. C'est elles qui vont décider qui va gouverner ou ne va pas gouverner, parce qu'elles peuvent très bien dire, moi, qu'à voter non, moi, pas soutienne personne, mais ou pas qu'à aller bien ce côté. Donc, attends. Juste pour éclairer les gens, tu parles après le vote. Bien sûr. D'accord. Bien sûr. Non, c'est pour que ce soit clair pour les gens qui nous écoutent. Le troisième tour. Voilà. Il y a des gens qui ont réagi en disant qui ça fait troisième tour. Exactement, c'est pour ça que je te dis ça. Donc, ils votent encore. Non. Il y aura un troisième tour dans l'Assemblée. Voilà. Le risque que l'on a là, et c'est l'un des enjeux du vote, et je pense qu'il faut absolument que les gens intègrent ça, et c'est pour ça qu'Olivier dit, attendez les mecs, le vote utile, il ne faut pas qu'il y ait de vote utile, votez en votre âme et conscience, enfin, selon vos convictions, c'est un vrai enjeu. Le risque, c'est qu'on ait une assemblée qui ne puisse pas être gouvernée. Oui, mais alors, Eddy, à ce moment-là, le même argument que tu as utilisé pour les petites listes qui ne se sont pas qualifiées et qui ne peuvent pas exiger que leurs idées soient reprises, si les grosses listes n'arrivent pas en tête, n'arrivent pas à avoir... Pour moi, c'est tant mieux. Voilà, donc c'est-à-dire que c'est tant pis pour eux, ils peuvent proposer, et puis c'est monde-là. Ah oui, et donc, je trouve ça très démocratique. Ah, moi, je suis pour. Moi, je suis pour. Et si on peut voir, donc Grégory avait placé une pendant diapo, que Grégory met la diapo, voilà. il y a une anticipation des candidats sur ces problèmes-là. Ah ben oui. Ils Laisse ont la dit, diapo, Grégory. plus 2 ou 3 en tout cas d'entre eux ont dit, des gens dans l'opposition Je vais prendre. seront dans la gouvernance. Oui, mais c'est peut-être pas un seul alors, c'est pas une seule personne, peut-être qu'il faudra prendre. Oui, peut-être deux. Mais peut-être même plus. Mais mais l'exemple qu'on a eu, c'était 3. Les simulations vont pas au-delà de 3. Bon. Alors, on regarde cette diapo-là. Donc l'idée, bon, Oui. donc c'est un exemple qui a été conçu avant le premier tour. Hein. D'accord. Donc il n'y a aucune, donc toute coïncidence. Donc avec la situation actuelle, C'est pas mal. Il y avait déjà complètement fortuite. Il y avait déjà 4 listes. Oui, voilà, il y avait déjà 4 listes. Donc il y avait déjà 4 listes. Il y avait déjà le score de Serge Letchimy, 30 000. incroyable mais vrai. Oui, mais les 30 000, c'était pas de vote.
c'est celui qui fait 40 000 qui était devant. Bon. Oui, c'est vrai. Donc, C'est non, vrai. donc, Donc, il c'est n'y a pas, oui. aucune coïncidence C'est ça, Olivier, avec ouais. la situation actuelle. Hein. Je Bon. tiens à le préciser. Donc, c'est la liste donc C qui arrive avec 40%. Donc, on est parti sur des chiffres ronds pour être pédagogique. Donc voici. Donc, et si on passe à la deuxième diapo, en la répartition des sièges. Oui. Donc, comment ça va se passer? Donc, la liste qui arrive en tête, donc qui a fait 40%, donc à 40% des 40 sièges, puisqu'il y a 51 sièges, Ouais. il y en a 11 qui sont réservés à celui qui arrive en tête. Là, il est à l'aise, là. Donc, C'est ce oui, qu'il disait, 27. il est à, mais vous avez vu qu'il faut qu'il fasse 40% pour qu'il soit à l'aise. Ouais. 40%. Voilà. Et donc, mais s'il faisait 38%, il serait à l'aise aussi. Mais Ce qu'il faut faire minimum, c'est 37,5. voilà, c'est ça. Juste vous dire, hein, il est à l'aise, à 27, il n'est pas très à l'aise quand on sait combien Oui. au sein de l'Assemblée, on peut, Mais bien d'un matin au soir, n'être plus l'ami. Oui, mais c'est arrivé. Non, De mais la c'est veille. arrivé dans la Revient sur le mandature 83-86. Donc il y avait des communistes, des Revient socialistes sur le plateau, Grégory. et des progressistes. Ouais. Et à un moment, il y a eu 2 communistes qui n'ont pas voté le Ouais. budget. Ouais. Hein, c'était Madame Emmanuel et Monsieur Marie Moutou. Marie Moutou. Et donc, Camille Ancien s'est retrouvé sans majorité, en effet. Donc ce risque-là sans existe. Et voilà. Et donc, Alors, la diapo suivante ou celle-là toujours? celle-là, Ouais, mais c'est là celle-là, toujours, oui, Grégory. pour qu'on puisse expliquer. Donc, et donc, on voit comment se répartissent les sièges. Donc, ça veut dire que celui qui a fait 10%, ben, il a 10% des 40 sièges. Donc, il a 4 Donc, quatre sièges. sièges. Et ainsi de suite. Donc, celui qui a fait 30% a fait 3 fois plus donc, de sièges. Donc, il a 12 sièges. Et on voit donc que la liste C a ses 16 sièges. Donc, les 40% des 40 sièges, plus les 11. Donc, il a 27 sièges. Et c'est comme ça, en fait, et ce qui va se passer, c'est qu'on va d'abord répartir les sièges entre les listes. Et après, on va répartir, chaque liste va se voir répartir ses sièges En section. sur les sections selon le score réalisé, donc le poids du score de la section dans le score global de la liste. Bon voilà, donc Il faut rappeler qu'il y a 4 sections. il y a 4 sections en effet, donc la 1 c'est le centre Atlantique, la 2 c'est le nord, 3 Fort-de-France et 4 c'est le sud. Alors, je pense que Jean Bouzy du Prêcheur est satisfait ce soir parce qu'il m'a encore envoyé des emails où il demandait ce genre d'explication-là. Ouais, tout à fait. Alors, Donc, c'est important ce qu'Olivier vient de dire, parce que ça, on l'oublie. Les gens disent, bon, ok, nous, on est 27 sièges, stop. Et puis, il y a des gens qui font la chose suivante, qui comptent où ils sont. Ah ben, mon 27e, mon prix. Non. Non. Si le Nord a fait 40% des voix du candidat, il a 40% des 27 sièges. Oui, exactement. Ok, donc il y a un challenge, donc ça encore pour les militants, il y a un challenge entre sections. C'est à la section qui va faire le mieux en termes de voix pour un candidat qui aura le plus de sièges. En sachant bien évidemment qu'elle a un nombre de sièges limité. Hein. Voilà. Le Nord, je crois que c'est 16 sièges. Oui. moi, ouais. ben, ce que vous C'est dites là est très candidat. important parce qu'à un moment, je me suis demandé où ils sont passés certains des Tête de section. têtes de section, certains fanatiques du MIM, de la liste du MIM. Par exemple, je vois que comment je peux dire ça, sans nommer de nom, bon, les chefs, on va dire, les chefs. Celui-là se retrouve dans une circonscription, c'est pas la sienne. Je dis, non, mais pourquoi il va là? On a le droit. Celui-là On a le droit. Oui. Ah si l'on Tu as le fait. droit. Ah tu non, as le non. droit d'aller dans Non, mais- n'importe quelle section. Non, mais au vu des explications que nous venons Ah bah oui. d'avoir, on comprend bien que ces gens n'ont pas cherché à déchiffrer leur circonscription, ils ont veulent être cherché à élus. se placer. Ils Voilà. veulent être élus. Donc ils vont aller dans la circonscription, Ils, enfin, la ils section sont sûrs d'avoir... Voilà. qui risque d'avoir le plus de voix. Par exemple, au MIM, il y a beaucoup de gens qui ont dit bon, moi dans le nord, mais moi t'es bien mais aller dans le sud. Parce que c'est là nous qui fait plus de voix. Eh Oui, par exemple, en 2015, donc sur les 16 candidats du Sud, il y en a 14 qui sont rentrés Ouais. dans l'Assemblée et donc au Conseil exécutif, puisque donc vous avez donc Aurélie Nella qui est montée avec Madame Saïd Soutane. Et donc, ça C'était libérait. pas la même liste, hein? Ah oui, Oui, au deuxième tour. fusionné. Ah oui, au c'est deuxième vrai. tour, Oui, c'était la même oui, la liste. fusion, Oui, oui, deuxième oui, tour. oui, Et oui. donc, en fait, donc, ils avaient donc sur 16 candidats, ils avaient 12 élus. Et comme Aurélie Nella et Madame Saïd Soutane sont montés au Conseil exécutif, donc les deux, Suivant. voilà, les 13e et 14e sont rentrés.
sont Ouais, rentrés. ouais. Donc c'est vrai que plus la section est forte et plus le nombre de sièges est important. Donc, et c'est pour ça que, bon, ça c'est encore un autre chantier, un autre débat, mais il faudrait peut-être revoir le mode de scrutin de cette collectivité territoriale, de cette assemblée-là. La section qui a le plus de sièges potentiels, c'est le Centre-Atlantique. C'est Robert, Trinité, François, Lamentin, Gros-Morne. C'est là où il y a le plus de sièges. Je crois qu'il y en a 17. 17, voilà. Il y a 17 candidats. Il y a 17 candidats, mais c'est pas la section où il y a le plus d'inscrits. Bon, il y a quand même 81 000 inscrits à peu près, mais dans le sud, c'est dans le sud qu'il y a 83 000 inscrits. Bon, donc il y a des petits ajustements à faire dans notre belle Démocratie martiniquaise territoriale. C'est toute une alchimie. C'est toute une alchimie, on comprend bien certaines choses. Mais aujourd'hui encore, je réfléchissais, j'avais dit, mais des boucs qu'il a depuis les sorti de l'école, c'est vrai, ces gars-là sont carriéristes, hein? Je ne veux pas citer de nom, mais on n'a qu'à réfléchir, vous avez trouvé, c'est facile. Pourquoi vous ne voulez pas citer de nom? C'est pas quelque chose... De manière très objective, le plus vieux candidat, c'est Alfred Marie-Jeanne en termes de poste d'élection, mais 71. 1971. 71, mais il y en a d'autres qui sont là depuis. Miguel Laventure, c'est 1983. Ouais. Donc, Il n'est pas élu. Il est élu. élu. Oui, Alfred Marie-Jeanne n'a manqué aucune élection régionale ou territoriale. Il était candidat à toutes les élections. C'est le seul candidat qui était déjà là en 1983. Mais Miguel n'est pas mauvais, hein? Oui, il était élu. Il était élu. Ouais, Il était même élu. Ouais. Élu, Ouais. contrairement à Alfred Marie-Jeanne qui n'était pas élu. Parce que Miguel, il a été élu de manière quasiment systématique. Hein. Oui. Mais on comprend mieux. Donc c'est lui qui peut témoigner. Ben oui, il faudrait qu'on les Ah oui, tout à fait. Comment c'est un il grand- arrive, c'est comment un il grand arrive témoin. à naviguer dans tout ça? Parce que là, il sera élu probablement sur la liste de M. Marie-Jeanne. Non, c'est lié ça à son dépend. ouverture d'esprit. Oui. Voilà. On va dire ça comme ça. À sa flexibilité, On va dire ça comme ça. à son agilité. Voilà. Il est quand même passé. À sa souplesse. Il est passé de... Il est quand même passé de départementaliste convaincu à candidat sur une liste dont le leader est népotentiste. Bon, avant qu'on passe sur d'autres sujets quand même, tu as une autre diapo qu'on pourrait Non, c'était- expliquer les choses. Alors, les États-Unis consacrent un jour férié à l'abolition de l'esclavage. Oui, C'est ça bien. s'est enfin décidé. C'est bien. On a déjà ça, non? Ah ben oui, on Ah, en a on même est devant plusieurs. eux, hein. On est On en a devant des eux, tonnes. Pour une fois, c'est nous qui leur donnons la leçon, peut-être. Non mais ça c'est les prémices de la réparation. Oui. N'oubliez pas qu'il y a une commission qui est en train, non pas d'étudier s'il y aura une réparation, hein, Le montant. le montant de la réparation. Donc C'est les déjà États-Unis vont probablement, peut-être pas tout de suite, hein, parce que les sénateurs ont dit alors là, washa, pas ni ça. Et comme il n'a pas suffisamment de majorité, Biden n'a pas suffisamment de majorité, parce que là, il faut qu'il y ait 15 sénateurs de plus. Là, ils sont à égalité. Hein. Ils sont à égalité. Il n'y a pas une voix, ils ont une Non, voix. la hein. voix, elle est donnée par, Le président la vice-présidente. La vice-présidente. La vice-présidente qui donne la voix supplémentaire. Donc, mais là, il faut, pour des décisions comme ça, il faut un peu plus. Un peu plus, ouais. Un peu plus. Ok. Mais c'est en train d'arriver et les États-Unis vont nous montrer la voie, comme d'autres ont montré la voie, parce que je vous rappelle que les Allemands viennent de voter, le Parlement allemand et le gouvernement a accepté, vient de voter une réparation pour les massacres qui ont eu lieu en Namibie, dans le sud-ouest de l'Afrique australe, perpétrés par l'armée allemande. Et à mon avis, les États-Unis vont rétribuer, vont accepter de verser des réparations aux descendants des esclaves. Là, je suis sûr que Garcia ne doit pas être contre. Hein. Ça fait 40 ans que Garcia se bat. Hein. Il demande une réparation qui Non, mais pour lui, c'est une bonne nouvelle. Et je pense que pour beaucoup de gens, c'est une bonne nouvelle. Parce que ce truc-là est inacceptable. Il est inacceptable qu'une telle ignominie ait pu avoir lieu. Et que moi ce que j'aurais accepté, c'est qu'il n'y ait qu'un seul langage. Or, les gouvernements français, les gouvernements allemands, enfin les gouvernements européens, les anciens colonisateurs, ont un double langage. C'est si long. Et moi, je ne suis pas d'accord. C'est oui ou non. Donc ça ne peut pas être vrai pour tel type de population, tel type de massacre, et puis pas vrai pour l'esclavage. Parce que l'esclavage, c'est une ignominie. Et par exemple, le cas haïtien, normalement, l'État français devrait rembourser à la République d'Haïti
des sommes qui ont été... parce que la légende, c'est que Haïti a payé la France. Non. Haïti a payé une indemnisation aux anciens colons. La France a pris le fric et l'a reversé aux anciens colons d'Haïti. C'est un scandale monumental, ce truc-là. Ouais. Bon, alors, vous vous rappelez, il y a quelques mois, ou semaines, Lurel disait que vous allez voir ce que vous allez voir, mais vous risquez fort d'élire un président qui sera plus président peu de temps après. Je ne comprenais pas pourquoi, en fait. Et là, je viens de voir qu'il y a 2 gardes à vue. Alors, quelqu'un comme Pierre-Édouard Décimus, fondateur du groupe Cassav. Je ne connais pas l'autre monsieur, mais apparemment, il serait dans le cabinet de monsieur Chalus. Donc, il y a un garde à vue. La ville de Bemao, surtout. Comment? Ah, d'accord. J'ai dit qu'il est surtout à la ville. À la ville de Bemao, où Chalus était maire pendant des années. Donc, 2 gardes à vue. Alors, Harry Chalus a été aussi pas en garde à vue, mais... Oui, il a été en c'est ça, garde à il a vue. été en garde à vue Ouais. pendant toute une journée, Je vous rappelle qu'il lui manque 0,6 pour gagner les élections au premier tour. Exactement. Non, alors justement, C'est donc... tout à fait. Non, Je vous mais l'avais dit ici. Non, mais Oui, Lurel oui, Lurel avait déjà annoncé ça. Il a dit vous allez élire Chalut, président mais près du temps. une fois qu'il sera président, il ne pourra pas siéger. Non, mais oui. c'est ce qu'il dit, mais bon, on ne sait pas si c'est ce qui va se faire. Parce que rappelez-vous, Pierre Samo est entré au 111, hein, à l'époque. 118, pardon. 118. Alors, pour ceux qui n'ont, les tout jeunes qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'était la prison, elle était à Fort-de-France au 118 rue Victor Sévère. Oui, Victor Et Sévère. Pierre Samo a été Pendant 34 jours. pendant 34 jours, et regardez le score qu'il a fait. Une 85%, façon. Les gens n'aiment pas trop qu'on touche à 85% des suffrages exprimés, élus au premier tour. Vous allez vous apercevoir que souvent, ceux qui annoncent que d'autres vont pouvoir passer par la case justice Sont eux-mêmes. sont eux-mêmes souvent ils crient au loup pour qu'on détourne l'attention. On les oublie. Juste. Parce que Mme Borel-Lessertin, très très proche de M. Lurel, a été aussi en garde à vue. Ah ouais, ouais. Et alors, on en a peu parlé ici, mais c'est Si, quand même on a parlé de ça avec Mme de ça. Bajazé, oui, tout ça, on a parlé on de en a ça. parlé, Mais ce oui. dont on n'a pas parlé, c'est... En Martinique, on ne voit pas ça. Mme Borel-Lessertin est présidente du conseil départemental. Elle laisse le conseil départemental Voilà la région. pour aller contre Chalut à la région. C'est comme si à l'époque, Oui. Claude Lise était président du conseil général, il quitte le conseil général et il va contre Alfred Marie-Jeanne. par Envoyé par qui Par Toto Lurel, par Monsieur Lurel. Et c'est ça qui est intéressant. Je vous ai dit qu'il faut qu'on fasse une partie de cette émission consacrée à la À la Guadeloupe. Sans Guadeloupe, démissionner ouais. du département. Elle ne démissionne pas, on ne Elle sait était jamais. candidate, elle était candidate au département. Ouais. Oui. Non, au régional. Régional. Non, mais elle était aussi candidate, Candidate au départemental. Tout à fait. On ne sait jamais. Ah oui, ouais, puisqu'elle peut être à la rigueur conseillère régionale et départementale. Oui, elle a le droit. Elle a le droit. Elle a le ouais. droit. Alors, je ne sais pas si M. Chalus était en garde à vue par rapport à cette affaire-là de Cassav. Non. Mais c'est par rapport au financement d'une Non, campagne non, électorale, pas ça. Ouais. donc des municipales 2014 et régionales 2015. Et entre les deux, il y a également eu des gardes à vue des dirigeants de la fameuse usine de masques. Exact. Et les gens Qui racontent des produit à choses, Saint-Domingue. des masques qui théoriquement devaient être produits en Guadeloupe, mais qui en réalité sont produits à Saint-Domingue. Donc il y a des soupçons de détournement de fonds. Alors, puisqu'on parle de la Guadeloupe, Oui. je pense qu'il faut aussi souligner le résultat de la liste Nous, Oui. qui a frôlé les 10% et qui fait une belle PNC. Et qui a mené une campagne qui me paraissait très esthétique, très belle et très inspirante pour les prochains candidats aux élections territoriales de Martinique. Je pense que c'est une liste, un mouvement à observer de très très près. Qu'est-ce Alors, esthétique, ça veut dire? Ils étaient comment? C'est-à-dire que déjà ils avaient recueilli le soutien de beaucoup d'artistes guadeloupéens. Dont Joël Ursul. Joël Ursul, mais Dominique Coco aussi, Sonny Troupé, beaucoup d'artistes guadeloupéens qui se sont engagés. Donc, visiblement, en Guadeloupe, les artistes s'engagent un peu plus. Ils ont du poids en Guadeloupe. Je dirais qu'en Martinique, mais ils donnent aussi, ils s'engagent. Oui. Ils prennent parti
On peut regretter qu'en Martinique, les artistes soient un petit peu plus discrets. Non, peut-être qu'ils veulent pas finir en garde à vue aussi. Oui, peut-être. Non, les artistes en Martinique s'engagent après l'élection parce que le gars gagne. Non, mais bon, même si la vie artistique, je pense que c'est comme le devoir de l'artiste de s'engager. Ouais. Il représente quelque chose. Donc, À ce propos, Oui. coup de chapeau à Joko, qui s'est engagé fortement sur une liste. Hein. Oui, oui, tous oui, les tout jours, à il fait. militait sur Facebook. oui, Mais on peut aussi s'engager sans être forcément sur une liste. Bien sûr. tout à bien fait. sûr. Et cette liste, nous là aussi, donc, était composée de beaucoup de jeunes, mais aussi d'anciens. Et en fait, ils ont réconcilié, je dirais, donc, des nationalistes, des autonomistes, et puis aussi d'autres mouvements politiques. Et vous avez des artistes comme Joël Nankin, qui est un ancien prisonnier politique qui soutenait cette liste-là. Et en plus, ils avaient proposé donc, un programme très tourné vers l'économie sociale et solidaire, vers l'autosuffisance alimentaire. Donc c'était très clairement un programme autonomiste et nationaliste. Et ils font un score quand même donc, de près de 10%. Aucun parti nationaliste guadeloupéen n'avait fait cette PRC-là. Ouais. Quand M. Tezoros est rentré, donc je crois que c'est en 92 ou en 98 à la région, en Guadeloupe, il faisait peut-être 7-8% par exemple. Mm-hmm. Non, c'est bien. C'est une liste à suivre. C'est une liste à suivre. Bien. Mais alors, pendant que tu parles de ça, des artistes, et le problème de l'engagement des artistes à la Martinique vient du fait aussi que si tu montres ouvertement pour qui tu es, tu risques de n'avoir aucun contrat. Il y a ça aussi, parce bien que sûr. les fêtes patronales en Martinique permettent à beaucoup d'artistes de pouvoir manger. Oui. D'accord, il y a les trucs privés, celui-là va jouer dans un restaurant, des choses comme ça, mais il y a beaucoup de groupes, c'est seulement aux fêtes patronales qui peuvent gagner un peu d'argent. Il faut aussi, en période post-Covid, quoi. C'est ça, c'est ça. Mais c'est précisément cela qui ne devrait pas exister, qui ne devrait pas exister. Alors, il dit le regard coupable d'Eddie donne à penser que mon angélisme n'a pas dépassé encore. Non, mais il se bat pour ça pour les médias, donc il comprend le problème des artistes. Ça n'est pas normal. Messieurs, allons arrêter de faire rêver les gens. Oui. Tu ne peux pas donner des subventions à un type qui, pendant toute la campagne, t'a dit que tu étais un tocard. C'est pas possible. Soyez réaliste. Ou tu lui donnes pour qu'il arrête de dire ça. Ça s'appelle de la corruption. Non, par contre, le système qui devrait exister, et on est en train de se battre sur ça pour les médias, c'est d'inscrire... On précise bien sur les médias, hein, pas sur Zouk TV. Non, pour tous les médias. Pour tous les médias, c'est d'inscrire une ligne budgétaire définitive dans le budget de la CTM sur des soutiens et non pas des contrats, des soutiens, c'est-à-dire en clair, pour les artistes, qu'est-ce que ça serait? La CTM dit la chose suivante: nous donnons 3 millions ou 4 millions d'euros à la SACEM, qui a un fonds spécifique et qui attribue des soutiens en fonction des besoins, en fonction des ventes. C'est eux qui gèrent le critère, mais nous donnons à la SACEM 4 millions pour l'ensemble des artistes sans discrimination. Avec une petite commission indépendante qui contrôle ça. Oui, bien évidemment, parce que tu ne mets pas de politique dedans. Tu ne mets pas de politique dedans. Je n'ai pas voulu le dire, mais je pense qu'il faut chercher autre chose, un autre système. Mais ça peut être toutes sortes de systèmes, mais ça ne peut pas être des contrats, parce que tu ne peux pas donner... Non, je parle de la SACEM. C'est pour ça que quand José dit derrière avec une commission de contrôle, là j'approuve. Non, mais je dis la SACEM, ça peut être une association, ça peut être autre chose. On parle des artistes. Mais c'est la même chose pour les entrepreneurs de BTP. Si il y a une entreprise BTP qui vive des contrats publics, ou peut les mettre en l'arrière et puis un drapeau. C'est vrai, mes frères, vous pétez moi peut-être comme là et pour les membres en marché. Moi, je trouve ça parfaitement normal. Donc, c'est finalement pas le mieux disant qu'on observe. C'est qui ça qui m'a voté? Non, c'est est-ce que vous les déraillez moi? Je veux dire, je ne peux pas donner un marché à qui me déraille. Ça n'a pas de sens. Non, le marché devrait être donné sur la qualité du projet continue à rêver. Non, mais je suis en train de te dire que ça n'est pas normal. Mais pourquoi? Ça n'est pas normal, parce que ce que tu dis là ne nous permettra pas d'avancer, puisque le BTP, comme pour l'eau, comme pour d'autres, fait des rétro-commissions. Donc, ça ne devrait pas exister. Arrêtons d'être hypocrite. Non, ça veut dire qu'en fait, même sauf le Mario Laria, depuis où l'a dit enveloppe là, ou tranquille.
Enfin, c'est ce que tu as voulu peut-être. Non, dis, je sais pas. Là, c'est toi qui fais de l'angélisme. Ouais. Non. Non, enfin bon. Monsieur. Bon, Le mot rétro-commission veut dire ce qu'il veut dire. Ok. En fait, ces deux messieurs sont machiavéliques. Ouais. Non, mais J'ai déjà dit qu'il faudrait privatiser la politique. Daniel Compère, et ça va mieux en le disant, est tout à fait neutre dans l'affaire. ah oui. Oui, tout à fait. Ah oui. Je ne vois pas la nécessité de le préciser. Enfin, pour revenir sur l'affaire du concert Kassav, moi je pense que cette affaire est entrée entre les mains de la justice aujourd'hui et que on ne devrait pas avoir à commenter ça. Là. Non, on la commande pas. Ouais. Non, pas du tout. Je ne veux pas. On la commente pas, mais on y a consacré 10 minutes. 10 minutes, ouais. Non, on n'a rien dit. Moi, je vais dire. Moi, non, moi, Enfin, je dis allons non. faire une petite prédiction quand même. Moi, je pense que le temps est probablement révolu des affaires définitivement enterrées. Ouais. Moi, je vais faire une petite prédiction. Je pense qu'après les élections, la territoriale en Martinique, départementale et régionale en Guadeloupe, ça va secouer. Je pense que ça va secouer très très fort. En termes de mise en examen, en termes de garde à vue, en Pour les termes de- candidats qui ne sont pas élus en termes de Non, mais là, j'ai un nom qui me trotte en tête. Tu peux préciser. Non, ma pas ni pièce, non, pas Kaba. De toute Non, façon. pas du candidat, mais de la structure. Non, plus non. D'accord. Regarde, allons attendre. On a juste une petite semaine à attendre. Vous allez voir. Ça sera aussi rapide? À mon avis, ça va être chaud. Ils n'auront pas le temps de faire le truc? Eddie était même à penser que ça aurait pu arriver avant le deuxième tour. Oui. Non, et puis pour la paix des ménages, en fait, et puis pour le vote serein, dans ces cas-là, il vaut mieux consacrer une espèce de, comment on pourrait dire, de trêve. De temps mort. On dit ça souvent, on dit la trêve des confiseurs pendant La Noël. pendant l'élection. Voilà. Mais vous avez vu que ce n'était pas le cas au présidentiel. Le pauvre l'année dernière, Fillon. en 2017 plutôt. Alors, insulte raciste à Groupama. Voilà encore une autre histoire. Impensable, invraisemblable, je ne sais pas quel qualificatif donner. Est-ce qu'on peut redemander à José de nous faire ce qu'il avait fait en off? Il avait une réflexion en off qui était extrêmement intéressante. Il ne va pas la faire, il ne va pas oser la faire. Non. L'insulte n'est pas pardonnable et condamnable. Et cette affaire a été commentée, je crois, plus que de mesure. Il faut attendre la le justice 21 passe. septembre prochain pour la suite des événements. Bon, Moi, je pense après, qu'on voilà. peut quand même saluer déjà la mobilisation des salariés. Donc, l'engagement aussi du salarié, donc de la victime aussi. La mobilisation donc, de ses collègues. Et puis aussi la décision quand même très rapide de la direction de Groupama et qui donne de la clarté. Il n'y a pas d'ambiguïté là. Ouais. Donc je pense qu'il faut saluer ça, ces mobilisations, ces décisions, ces postures. Donc bon. je Donc dirais- vous voyez que ça existe. Hein. Voilà. Quoi? Le climat est là. Ah, le climat, oui. Ah oui. Tu vas dans le sens de José. Hein? Tu vas dans le sens de José. Oui, non, mais moi... Tu ne vas pas le traiter d'angélisme. Non. On parlait tout à l'heure Des réparations. enfin, au-delà des réparations, et je pense que c'est fondamental, de ce climat qui est lourd du poids de l'histoire, en fait. Et il faut absolument finir avec ça. Il faut crever l'abcès, il faut dire les choses très clairement, Mais- que dire aux gens qui débarquent en Martinique que ici c'est sacré. Ouais. Voilà, c'est tout. Ok. Que peut-être qu'ailleurs c'est possible, mais ici non, c'est pas possible. Et dire aux Martiniquais également que vis-à-vis des gens qui viennent de l'extérieur, c'est aussi sacré. Nous ne pouvons pas vouloir nous protéger du racisme, parce qu'on sait ce que ça veut dire ici, et en même temps être raciste. Ça, c'est pas possible. Alors, ce que je veux dire, c'est que je pense que les dirigeants de Groupama, ils ont une calculatrice dans la tête quand même, une calculatrice, pardon, dans la tête. Parce que le nombre de personnes qui ont dit, bon, je vais couper je tire mon contrat à Groupama, les Bougla disent, bon, nous avons pas un bon là. Bon, je plaisante en disant ça, mais Groupama, n'empêche que beaucoup de Martiniquais ont dit, je quitte cette assurance. Il faut rappeler, et j'ai vu un appel d'un salarié de Groupama qui disait aux Martiniquais, et les mecs, il faut arrêter, quoi.
qui disait que 95% des salariés de Groupama sont des Martiniquais, des Guadeloupéens, des Guyanais, c'est-à-dire des Antillais, et qu'il n'y a pas une prédominance, parce que j'ai vu passer des messages complètement délirants sur Groupama. Il faut arrêter ça aussi. Là aussi, tu vois, c'est un racisme à l'envers. Et que Néo qui traitait l'autre là de sale nègre, et puis mon débat, sale blanc, enfin, les frères. Mais non. Ouais. Pensons 5 minutes au fait que nous avons 450 000 Martiniquais dans le monde. Pensons aussi à ça. Ouais. Donc l'idée, c'est que ici, c'est sacré, pas une affaire racisme en PIA. Et il faut lutter contre ça. Mais en même temps, nous devons nous dire que nous ne pouvons pas avoir la même attitude. C'est pas possible. Parce que, non pas que... Je comprends à la limite. Mais pensons à nos enfants, pensons à nos parents, qui, eux, sont victimes de ça tous les jours. Et on peut très bien prendre l'exemple. Moi j'imagine bien un type du Front National disant « Ah, vous avez vu, C'est pas nous. vous avez vu ce qui se passe aux Antilles. Donc ne venez pas nous donner de leçons. » Parce que c'est ça le risque. Hein. Alors, Ouais. Mano, moi je pense que je ne partage pas ton avis donc, sur le calcul donc, de la direction de Groupama. Moi, vu de l'extérieur, je ne connais pas à l'intérieur ce groupe-là, mais j'ai senti que la notion de valeur n'était pas une notion creuse à Groupama, bon, qui est un groupe mutualiste. Et la notion donc de respect de l'autre, de considération, me paraissent authentiques. Donc je pense qu'ils ont surtout agi par rapport à la mobilisation donc, de leur équipe aussi, mais pas aussi par rapport à leurs valeurs. Comme quoi, dans ce monde un peu cupide, Il y a quelques exceptions. on peut cultiver un certain idéalisme, un certain angélisme. Peut-être que les gens ne savent pas comment c'est fait un groupe mutualiste. Ils ont un conseil d'administration, ils ont un président antillais. Ouais. Et le conseil d'administration, c'est que des Antillais. C'est un peu comme le Crédit Agricole, tu vois. Je ne savais pas Et- que le président était antillais. Et oui, je crois que c'est un Guadeloupéen. La dernière fois que j'avais travaillé avec eux, c'était un Guadeloupéen. C'est comme le Crédit Agricole. Les gens dans leur tête disent « Ah ouais, le Crédit Agricole, c'est des Blancs. » Non, le patron, c'est Monsieur Rosette. Hein. C'est Alex Rosette. Ok. Et quand il tape du poing sur la table, moun au travail. Donc il faut que les Martiniquais soient informés de ça. Je pense que c'est important. Et le Je président crois. de Groupama, le directeur général, est tropicalisé. Et totalement tropicalisé. Je crois aussi qu'ils ont une charte Ouais. que j'appellerais charte éthique. Oui, mais bon, tu sais, ça me rappelle un petit peu le règlement intérieur de la CTM. Quoi. Tu veux dire qu'on peut le contourner Ouais. ou la contourner. On ne va pas la terminer. Bon, C'est bref. pas fini, non. Mais tu n'as pas fini? Si. Ah, pardon. Non, j'ai dit que le règlement intérieur n'était pas terminé. Oui, c'est ce que j'ai appris. C'est ce que j'ai appris. Messieurs, nous sommes entre les deux tours. Mais je ne fais que dire ce que tous les candidats ont disait hier soir, c'est faux. Hein. Sauf un. Sauf un, forcément. Mais ce que je voulais dire, par contre, pour l'histoire du monsieur Non, mais là. RFO, on regarde régulièrement. Hein. Non, mais je suis un vieux de la vieille idée. J'ai du mal à m'adapter à un nouveau nom. Ouais. Donc pour moi, pour moi, dans ma tête, je pense que c'est Souvent, je RFO. dis RFO aussi. C'est ça, hein, c'est... Ah, moi, ça avait été écrit FR3. En plus, C'est comme Mariette, c'est pas Mariette, c'est C'est Edmond Mariette. Ah ouais. il l'a fait remarquer. À plusieurs reprises. Ah, mais c'est volontaire. Ben oui, sûr. ben oui. Non, mais sur Facebook, c'est extraordinaire. C'est vous regardez comme ça. Yo prend un avocat pour défendre l'ambilla. Non, mais ça, non, c'est incroyable. On a des Martiniquais qui ont Qui ont une imagination c'est fertile, oui, terrible. mais c'est bien aussi. Mais le gars de Groupama, dans l'heure qui suivait, la photo du gars était sur Facebook. Son adresse était sur Facebook. Ouais, Aux couleurs de Groupama en plus. Hein. qui est- Ben, il a bien scanné tout Ce qui le est C'est scandaleux. Ce qui est quand même. scandaleux. Ouais, Parce ce que qui la est famille du gars ou le gars lui-même, il ne faut pas non plus Exactement. qu'il soit... On laisse la justice Soit. agir. Alors, messieurs, est-ce que vous avez quelque chose à dire avant le deuxième tour de cette mandature? Qu'il faut aller Votons. voter. Ouais. Ah oui. Votons. Ah oui. Voilà ce que j'ai à dire. Oui, il ne faut pas dire pour qui, mais il faut dire Non, de non, Et voter. votons sans calcul. Votons par envie, par adhésion, avec enthousiasme. Peut-être même par conviction, non? Voir par Tout à conviction. fait. Tu risques de te faire taxer d'angélisme par Eddy. Hein? Oui. Oui, Avec non, ce non. qu'on dit là. Non, Ça fait je longtemps trouve- que je connais Eddy. je trouve Olivier plein d'espoir. Mais Olivier, c'est quand même un professionnel de l'analyse des chiffres. Et il devrait dire,
après avoir lancé son appel solennel à un vote sans calcul, il devrait dire que c'est pas la réalité. OK? Non, mais c'est vrai. Moi, je préfère vous le dire. Parce qu'il y a des gens qui peut-être s'interrogent, mais comment peuvent s'analyser le report des voix, déjà? Parce qu'il y a 20 000 personnes. Alors, je préfère leur dire que nous, là, on a commencé un sondage lundi pour le deuxième tour, et on interroge des gens en leur demandant s'ils ont voté pour le premier tour. Ils nous disent, les gens qui nous disent oui, s'ils ont voté pour le premier tour, on leur demande est-ce que vous allez voter pour le second tour. 70% des gens qui ont voté pour une liste éliminée disent ah ouais, pas qu'à y voter. Donc déjà, on est sur une base de seulement 30% des gens qui ont voté pour une liste éliminée qui vont aller voter. Et puis, on demande aux gens, et c'est terrible, mais il faut le dire, ça doit faire partie du débat, près de 70% des gens qui vont venir voter pour le deuxième tour parce que ils avaient, on va dire, d'autres intérêts au premier tour, n'ont pas encore fait leur choix. C'est ça qui est terrible, quoi. Donc, cette base militante, on sait, c'est elle qui est venue voter. Hein, la base militante est venue voter au premier tour. Voilà, à fond, nous soutient le candidat nous. Et les 30 000 personnes qui vont venir voter là, les nouvelles, 7 personnes sur 10 nous disent mais j'attends là pour faire mon choix. Parce que beaucoup de ces gens-là, en fait, je parle des nouveaux votants, ne retrouvent pas leur bébé au deuxième tour. Ils avaient pensé que certaines listes seraient qualifiées pour le deuxième tour, donc ils avaient déjà leur bulletin. Bougaba, la merde, Et ils ne veulent pas admettre que c'est parce qu'ils ne sont pas allés au premier Exactement. tour que le gars n'est pas là au deuxième tour. Et en parlant de bulletin... Et si le vote était obligatoire au premier tour... Ils auraient déjà voté. Ils auraient déjà voté Voilà, pour lui. exactement. Voilà. En parlant de bulletins, il y a eu quand même quelques couacs avec la distribution des bulletins, des professions de foi, tout ça. Hein. Il y a plein de personnes qui n'ont pas reçu. Ouais. Et j'ai entendu apparemment qu'en France aussi, ils ont eu le même problème. Oui, mais tu as ça dans les bureaux. Moi, j'en ai même reçu. Oui. J'en ai même reçu après le premier tour. C'est ça. Voilà. Donc, le gouvernement, sur ce truc-là, quand même un petit peu... je crois. Ouais, mais ça, c'est un truc de riche, ça. Moi, je pense qu'on devrait se faire l'économie. Je trouve que ça coûte beaucoup trop d'argent. 80% des trucs vont à la poubelle. Voilà, beaucoup trop d'argent à distribuer des enveloppes. Moi, j'ai trouvé dans ma boîte aux lettres les enveloppes après le vote. C'est pas que ça a été distribué après, hein. C'était dans une boîte aux lettres. Et j'ai ouvert ça après. Hein. Moi, je veux dire, mais parce que je sais que je vais voter et que je vais prendre des bulletins dans le bureau de vote. Je veux dire, moi, vu le prix que ça coûte, vu le prix du papier, vu les économies qu'on a à faire, je trouve que... Olivier le disait tout à l'heure, sur 306 000, il faut aller chercher 700 000 bulletins si on veut faire prouver aux deux tours. Ajouter aux bulletins les enveloppes. La seule chose de bien qu'on peut avoir vu dans ça, moi, en tout cas moi, ce que j'ai vu, c'est on a embauché quelques personnes qui ont touché pour pouvoir... Mais c'est ce que j'allais dire. À l'ère du numérique, les pauvres... Oui, mais attention, les imprimeurs, c'est maintenant, c'est ça qui leur permet de gagner un petit peu d'argent. Oui, mais attention, on est dans un pays où, à mon avis, on est entre 30 et 35% d'illettrés. Ouais. OK? Donc, je t'avoue les papiers. Bon, même Boubouga va ça lire. Donc, il y a un gars ici qui ne sait pas lire et écrire. Mais voilà. Oui, c'est pour ça que beaucoup de candidats, certains candidats, en fait, compte, signalaient donc la couleur de leur bulletin. Violet. Bleu, violet, rouge. Oui, tout à fait. Mais c'est important parce qu'ils savent que les gens... À ce point-là? Mais oui, à ce point-là? Mais bien sûr, on est sur 35%. Les 3 jours que l'armée donne des chiffres, et là, c'est pas sur des gens de plus de 60 ans, c'est des gosses de 18 ans. Voilà les taux qu'ils ont. Heureusement qu'il n'y a pas beaucoup. Heureusement qu'il n'y en a pas beaucoup qui votent. Et c'est l'une des raisons, chercher les raisons de l'abstention. L'une des raisons, c'est ça. C'est que les gosses sont sortis du système, ils sont exclus du système, ne serait-ce que par leur illettrisme. Côté au cas, les 30% des gens qui roulent en Martinique n'ont pas leur permis, non pas parce qu'ils n'ont pas voulu le passer, c'est parce qu'ils ne savent pas lire. Et donc ils ne peuvent pas avoir le permis. Ou pas qu'à aller au code sans où ça lit et puis écrire. Mais pas parce qu'ils veulent frauder. Et ils roulent? Bien sûr, ils roulent, mais alors. Ils n'ont pas d'autre moyen. Il n'y a pas besoin de permis pour acheter l'auto. Il n'y a pas de transport en Martinique. Alors j'ai remarqué qu'il y a une candidate qui écoute cette émission et qui t'écoute particulièrement parce qu'elle a repris une de tes idées. Une candidate. C'est celle qui n'a dans c'est pour ça. Non, pas le mot déjà. Une candidate. Bon. Et parce qu'elle a repris tes propos concernant les eaux usées. Parce que tu en as parlé déjà ici au moins 2 ou 3 fois. C'est un vrai racket. Et
J'ai entendu ça hier soir, je me suis dit, tiens, ben, l'écoutez dit, c'est bien. Elle nous écoute. Comme il dit hier Il soir, nous écoute. comme il n'y avait qu'une candidate sur le plateau. Je n'ai pas nommé de nom. Non. On est en période électorale, les gars, il faut faire attention. Voilà. Moi, je retiens ce que Daniel a dit dès le départ. La fonction pédagogique de cette émission est centrale. C'est vrai. Parce qu'on aurait aimé que sur les autres médias, il y ait ce type. Faire des petits, mais apparemment, ils préfèrent nous laisser l'exclusivité. Bon. Très bien. Et on a l'exclusivité des explications d'Olivier, sauf le jour des élections. Donc, on en profite. Ouais, c'est Le vrai. jour des élections, C'est il vrai. travaille sur un média, mais nous, on l'a avant. C'est bien ça. Oui, c'est bien ça. Ah, j'avais pas cette info-là. Mais oui, tu sais qu'il est consultant pour RCI. D'accord. Ah oui, il est consultant pour RCI. Et C'est nous, pour on l'a avant. donc. Et depuis longtemps. Et on a Et le depuis longtemps. consultant d'ATV. Donc, vraiment, Mano, tu as un plateau très relevé avec un militant de l'information en plus. Et puis attention. le créateur. Je me Une suis- machine. Mais je me suis d'information, dit, c'est oui, oui. bizarre. Comment Grégory a placé Olivier à côté de José? Je comprends mieux maintenant. Pas du tout. Pas du tout. José est assis toujours là. C'est vrai, c'est vrai. Et C'est vrai. José est à l'initiative de... Oui, on a travaillé ensemble. On a fait des tableaux. Avant même que Olivier ne fasse politique data, Ouais. on travaillait déjà à Et l'élaboration puis, des tableaux. puisqu'on est donc dans la, c'est qu'on se souvenir même à l'époque de TCI. Ah oui. On était Maman, avec déjà. Eddy, Ah avec oui. Eddy. Déjà, Ouais, ouais. quoi, TCI? Oui, Ah avec oui. Eddy, tout à fait. bon. Bien sûr. On ils avait, sont on avait- précoces, on ils avait- sont précoces. on avait créé une boîte ensemble qui s'appelait Info Plus, qui s'appelle toujours Info Plus Télémédia. Bien. Ouais. Parfait, messieurs. On apprend des choses. Eh ben oui, Ce sont déjà d'anciens combattants. C'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on voit. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, je ne vais pas vous dire le nom pour qui il faut voter, enfin, où je vais voter. D'accord? Je ne dirai pas ça. Mais non, mais sérieusement. On a une Par chance, contre, on a il une faut chance sur 4 de le savoir. Hein. Oui, une chance sur 4. Oui. Mais il faut aller voter, sérieusement. Sérieusement, il faut véritablement aller voter. Franchement, que vous vouliez aller à la mer. D'ailleurs, on va appeler Jean-Noël de Grasse pour qu'il fasse du soleil pour dimanche. Pour aller à la mer. Parce que Jacques, c'est vous qui avez dit au soleil, il y a aller la mer. Mais non, mais ils peuvent quand même consacrer une demi-heure à un vote quand même. C'est pas Un possible. petit soleil ça. le matin, Alors- une petite pluie l'après-midi. Alors, Voilà. en fait, des gens font demi-tour, Ouais. quelquefois, quand ils sur les lieux de vote, parce que c'est laborieux. Oui, C'est lié au vrai. Covid. C'est lié au Covid. c'est Il vrai, y a- j'en suis témoin. Mais faites comment? Allez voter à 8h du matin? C'est mon Ah, dans non, messe non, pas non. qu'on est en l'aumône. Non, je suis allé à 8h du matin, je ne dirai pas dans quel bureau. Je suis allé file à d'attente. 8h du matin, il y avait des queues. C'est Ouais. pas vrai. Et il y a des gens qui sont arrivés, mon boum, il s'est dit, oui, ça ramassait là. Ah non, me rabattit, peut-être mal viré. Ah ouais, d'accord. Il m'a même dit À peut-être 8h du mal viré. matin. À 8h du matin, à l'ouverture. Bon, ben, désolé. Bah, alors, pendant le déjeuner, alors, peut-être, c'est mon aurait voilà, mangé quand même. 14-15 heures. 14-15 Voilà, heures. 14-15 Ben heures. oui. Parce que les gens qui sont dans les bureaux s'ennuient. Non, mais c'est vrai, j'ai été plusieurs fois dans des bureaux. Oui. Entre midi et demi et 4 heures de l'après-midi, tu t'ennuies. D'accord. Tu C'est t'en- bon. Mais c'est là, C'est pour là qu'il ça faut être... qu'avant, on signait. Voilà. C'est là qu'il faut être vigilant. Oui, c'est à ce moment-là que tout peut arriver. Faites attention. Qu'on peut voter. Voilà, vous allez voter sans vous déplacer. cette fois-là. Voilà, alors, ne laissez pas les autres voter pour vous. Messieurs, merci beaucoup, une fois de plus, pour l'excellente démonstration que vous avez fait ce soir, parce que je crois que les gens ont compris beaucoup de choses ce soir dans cette émission. Merci Olivier. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Merci, José, Manu. merci beaucoup. Merci de me réinviter. Daniel, merci beaucoup. Je pense qu'il n'a pas compris. Il n'a pas encore compris ce qui lui est arrivé là. C'est une demande qu'il a faite. Non, Moi, je suis content d'être là. voilà, très bien, voilà, on va dire ça comme ça. Eddy, merci beaucoup. Merci à vous, merci à cette télé de donner un peu de plus à cette population qui en a tant besoin. Voilà. Et je signale que hier, nous avions une coupure qui n'était pas de notre fait. C'est simplement la fibre optique qui a été coupée. Et ils n'avaient pas encore trouvé l'endroit. Parce que, je dis ça parce qu'il y a quelqu'un qui devait être diffusé hier soir, donc n'a pas pu être vu, puisqu'on n'avait pas d'antenne. Sachez, pour l'équipe de cette personne, qu'aujourd'hui, nous avons doublé les diffusions de votre candidat. Donc, on a récupéré le temps, puisque cette personne n'a pas pu passer hier soir. Voilà. Merci beaucoup. Allez voter, allez voter, allez voter. Bonne soirée à tous. Merci.